Fred Savard avec vous pour ce 24e épisode de La Balado en compagnie d'Hélène Faradji. Ah, salut Fred. Encore vous. Toujours moi. Toujours un plaisir Pareillement. d'être là cette semaine. La semaine passée, on nous a entendus, mais on n'était pas là. Dis donc, c'est bien fait, hein, Oui, quand même. on avait préenregistré ce beau segment Salut les critiques avec Thomas Carrier-Lafleur. On va en faire un autre. Avec grand plaisir. Ouais. Il faut juste vérifier les dates. Hein. C'est toujours ça notre défi quand on fait ce genre de truc-là. Avoir, évidemment, des liens de diffusion pour pouvoir le regarder avant et s'assurer qu'on fit avec les sorties. C'est quand même une organisation, une belle gymnastique, mais très beau segment. Ouais. Avec des beaux commentaires. J'en ai reçu quelques-uns. Tant mieux, oui, tant mieux. J'espère que les gens vous écrivent aussi. Mais pas du tout. Transmettez vos beaux commentaires. Votre courriel, Hélène. Je le donne en ondes, là. Non? Non. Écrivez-nous pour avoir le courriel d'Hélène. Bon, on a préenregistré parce que j'étais en Gaspésie. J'étais en Gaspésie la semaine dernière pour l'enregistrement de 2 épisodes qui seront diffusés l'automne prochain à l'invitation de Tourisme Gaspésie et Vivre en Gaspésie. Donc, on va parler de tourisme d'hiver et de vivre en Gaspésie parce que c'est une terre d'accueil. Ah bah oui. Pour tous ceux qui ne sont pas nés en Gaspésie, entre autres. Eh ben, il y en a beaucoup à découvrir. Non, vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. On était dans les Chic Chocs, entre autres. On est allé à Murdochville. Ça n'a pas l'air joyeux. Ah non, plus que vous pensez. Ah oui, hein? C'est une vibe particulière, mais il se passe des choses vraiment intéressantes. J'ai peut-être même, j'ai su ça, je sais pas, je suis pas sûr. J'ai peut-être traumatisé des gens à Matane. J'allais prendre un café sur la route, la Matane qui est la porte de la Gaspésie. Et là, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas de woke si souvent que ça parce qu'il y a des espions qui ont averti le député Pascal Que vous Bérubé. arriviez? Oui, qui était de passage. Il m'a écrit pour me dire, Pascal qui aime beaucoup les vedettes, et il m'a écrit pour me dire, il paraît que tu étais à Matane. Fait que je me suis dit, OK. Ça circule, ça circule. Ça circule. Pourtant, j'avais une moustache. J'essaie d'être discret, mais bon. Dépôt de budget, Hélène, cette semaine? C'est vrai. Est-ce que vous avez... J'ai surtout vu que la Sodec perdait quelques millions. Ben donc, oui. on va voir... Ça, j'ai bien lu 44. Voilà. Ouais, donc on va voir quel impact ça aura sur le financement des films dans les prochaines années. Un gouvernement si supposé nationaliste qui coupe dans la culture, c'est particulier. Hein? C'est un nationaliste de façade, hein? Je pense qu'on n'est pas dupe. Bon, là, on va pas le décortiquer, le budget. Les autres médias vont le faire beaucoup mieux que moi. De toute façon, il est sorti en début de semaine. Cela dit, j'ai été très heureux. J'ai pu calculer ma baisse d'impôt. Ah oui, alors? 376 $. Ah ben quand même, vous êtes dans les tranches oui. confortables. Je le sens pas, non. Pourtant, dans mon budget. Cela dit, je suis content parce que 376 $, ça va me permettre de couvrir les frais d'ouverture de mon dossier dans le futur mini-hôpital privé que nous a promis Christian Dubé. On va aller écouter un petit extrait d'une entrevue du ministre Girard qui a déposé le budget à Ici Québec. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je sais que vous voulez tout de suite me parler des baisses d'impôts parce que c'est la thématique principale, mais moi, je veux parler du choix que vous avez fait. Les gens mieux nantis, les familles, les couples de 200 000 vont avoir 1 700 $ de réduction d'impôts. La personne qui gagne 20 000 en a 8 $. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Mais d'abord, on fait plusieurs choses. Hein? Il y a 4,6 millions de Québécois qui vont avoir une baisse d'impôts et c'est permanent. Ah, c'est ça qui est le fun, Hélène. 8 $ pour toujours. C'est ça, c'est permanent. Ah, wow. Parlez-moi d'un projet de société inspirant, moins payé d'impôts dans un monde en pleine récession et à l'inflation galopante. On va aller encore écouter le dynamique ministre. Les baisses d'impôts sont dynamiques, permanentes, ça va aider l'économie puis aider l'offre de travail. Des baisses d'impôts dynamiques. Ça, c'est nouveau. J'avais jamais entendu ça. C'est tout un concept. Comme Ticketmaster aussi, qui fait de la tarification dynamique. Hein, c'est le nouveau buzzword des économistes. On se fait pas fourrer. On se fait dynamiser. Les Québécois, entre 20 000 et 90 000, payent de 30 à 36 % plus d'impôts que les Ontariens. On voulait faire un geste pour 4,6 millions. Là encore, on l'entend, Hélène, la fixation sur l'Ontario, hein, c'est vraiment une marotte de François Legault. C'est une obsession à la CAQ. En fait, pas tout à fait une fixation parce qu'en Ontario, depuis plusieurs années, on finance moins la construction d'autoroutes et on investit massivement dans le transport collectif. Malheureusement, on ne fait pas ça au Québec. Pas nous. Non, on continue d'investir dans la construction de routes et on sous-finance le transport collectif. On appelle ça gouverner comme au 20e siècle, mais de façon dynamique. Autre extrait, Hélène. N'empêche, dans l'immédiat, la personne qui gagne, je vais dire 24 000. Oui. Sortir du barème du 20 000. Non seulement ça n'apparaîtra pas beaucoup sur son budget, mais en plus, elle n'aura pas
accèdent davantage à du logement abordable, parce que là, mais Accès-Logis est changé cette complètement. Cette personne-là ne paie déjà pas beaucoup d'impôts. Alors, c'est certain, par exemple, si vous prenez 30 000, la réduction de 100 $, mais à 30 000, vous ne payez pas beaucoup d'impôts, là. Fait que le 100 $ en proportion, c'est plus élevé. Mais ce qui est important, c'est que c'est permanent. Le 100 $, là, vous allez l'avoir l'an prochain. Vous allez l'avoir l'année d'après. Il manque plus que ça par mois, probablement. Oui, mais il n'y a rien qui vous empêche de gagner 50 000 $ l'an prochain. C'est dynamique. Il n'y a rien qui nous empêche. Voilà. Alors, on comprend finalement que si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils sont pas assez dynamiques. Ben voilà. Pas dur d'être riche, il suffit de l'être, hein? Comme diraient les voisins. Parce que rien n'empêche, c'est ce que le ministre nous dit, rien n'empêche un crotté de pauvres de gagner 50 000 $. Hélène, moi, je trouve ça un peu méprisant pour nos millionnaires. Comme si c'était facile d'être riche, alors qu'on sait très bien que ces gens-là ont travaillé d'arrache-pied pour devenir millionnaires. Par exemple, mettez-vous à la place de ces investisseurs qui ont acheté des immeubles dans les années 2000-2010 pour tenter de gagner humblement leur vie dans la location à court terme, alors que c'était illégal à l'époque. Avez-vous idée comment c'est stressant de s'enrichir sans respecter les lois? Ces pauvres bougres investisseurs qui ont dû expulser des locataires à leur corps défendant, avec un goût de vomi dans la bouche parce qu'il fallait bien avoir un retour sur investissement. Des gens qui ont un peu rénové, tant bien que mal, leurs immeubles, malgré un code du bâtiment tatillon et des inspecteurs qu'on ne voit jamais pendant des années et qui nous obligent à rénover à l'aveugle. Des investisseurs dynamiques qu'on traîne dans la boue aujourd'hui parce que des touristes ne sont même pas capables de se servir d'un toaster mal raccordé à un système électrique défaillant qui aurait été facile pourtant à identifier. Une boîte de fusibles, c'est jamais scellé avec du plywood. Oh! Nouvelle de dernière heure. Oh! La ministre Caroline Proulx aurait rencontré hier 2 représentants d'Airbnb, Hélène, et elle a dit que la rencontre a brassé pas mal. Oh là là! Il paraît que le gouvernement a demandé à Airbnb d'être plus proactif à l'avenir sur la conformité des logements. Et là, il paraît, ça c'est des... Des oui-dire. Non, c'est des gens qu'ils ont vu sortir de la salle de rencontre. Il paraît que les représentants de Airbnb qui sont rentrés à l'hôtel, parce qu'ils ne dorment même pas dans leur propre Airbnb, tellement que c'est insalubre, ils avaient le kakeba, il paraît. Oh là là! Ouais. Et c'est comme nos écoles publiques, Hélène, qui sont vétustes par dizaines de milliers, paraît-il. Là, je dis paraît-il, parce que notre bon papa de premier ministre en doute. Ça paraît que ça fait une crise de bout qu'il n'a pas mis les pieds dans une école publique. Je doute d'ailleurs que ces gars aient fréquenté une école publique, ce qui expliquerait l'origine de son doute. Pourtant, ce ne sont pas les syndicats de profs qui le disent, mais bien les centres de services scolaires, une créature de la CAQ qui a remplacé en fait les commissions scolaires. D'ailleurs, sur Twitter cette semaine, il y a l'ami Olivier Drouin, créateur du compte COVID École, qui aide une enfilade très dynamique au sujet de grille d'évaluation qui a été utilisée par les centres de services scolaires. Cette grille d'évaluation a été créée en 2018 par le gouvernement de François Legault. Elle comporte 16 indicateurs répartis sur 3 grandes catégories: état du bâtiment, performance énergétique, accessibilité et durabilité. La catégorie état du bâtiment compte pour 50% de la pondération. Là, on rappelle, c'est la CAQ qui a créé cette grille d'évaluation-là. Et là, aujourd'hui, François Legault ne fait pas confiance à la grille d'évaluation qu'il a créée et qui est utilisée par des centres de services qu'il a aussi créés. Moi, j'ai une proposition à faire aux centres de services scolaires pour alarmer ce gouvernement d'un autre siècle. Utilisez le franglais pour décrire la vétusté des écoles. C'était bon, ça. Dites que les écoles publiques sont pas fresh pantoute, puis que c'est sick de voir des plafonds couler, puis que les jeunes chillent pas pantoute quand ils respirent du moist d'isolation qui tombe des murs, qui sont sketch. On rappelle que le franglais a quand même sorti Jean-François Roberge de son coma profond qui durait depuis 2018. Ça devrait peut-être sortir du coma, ce gouvernement tout droit sorti des années 90. Alors voilà, et là, je me suis remis. Ben oui, c'était dynamique, Fred. Au billet oh d'humeur. là là. Je sais moi, que les gens s'ennuyaient de ça. Fait que j'ai essayé un peu. Ouais, je pense que ça va. Ouais, il faut. Si vous aimez faire ça, moi, je suis toute pour. J'étais fâché cette semaine, c'est pour ça. Ben, il y a de quoi, hein. Et vous, Hélène? Ben, moi, ça va bien. Moi, je suis pas allée en Gaspésie, par contre, hein, parce que ça, c'est évidemment un privilège de l'animateur de la balado. Vous auriez pu... C'est à la demande du client. Ouais, c'est ça. En tout cas, on vous a vu sur les réseaux sociaux faire le fanfaron, hein, Fred? Alors, je présume que tout a bien été. Oui. Mais surtout, je vais présumer que vous n'avez inspiré que des beaux et bons sentiments à vos abonnés qui vous
vous ont suivi, parce que cette semaine, j'ai eu envie de vous parler de ça, en fait, de l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux et les images qu'on y voit. Quotidiennement d'ailleurs. Oui. Cette influence qui est assez considérable et qui va même jusqu'à définir qui nous sommes. On va pas faire semblant, je l'ai souvent dit ici, notre monde en est un d'images. Oui. Et petite parenthèse, c'est exactement pour ça que la critique est importante, parce que même si elle est tranquillement en train de mourir, je vous en reparlerai probablement bientôt, si on n'apprend pas à lire les images, qu'elles soient de fiction ou bien réelles, ce qui nous pend au nez, c'est de devenir un consommateur passif d'images et donc d'être manipulable à souhait, comme l'ont été tous ceux et celles qui ont partagé en toute candeur les photos de l'arrestation de Donald Trump, photos qui avaient été générées par l'intelligence artificielle, qui n'avaient donc rien de vrai. Bon, bref. Ce qui m'a mis sur la piste de cette réflexion sur le pouvoir des images, c'est en fait un extrait du point de presse donné par François Legault juste après la tragédie d'Amqui. Oui, une autre tragédie. Celle où un chauffeur a fauché plusieurs personnes sur le trottoir de la rue principale et en a tué 3. Oui. Alors, après nous avoir rappelé combien tout cela était difficile, que bien sûr la solution était d'être encore plus tissés serrés ensemble que d'habitude, ça aussi une autre chronique pour une prochaine fois. Mais mon petit cerveau hamster s'est mis à tourner dans sa roue après cette réponse donnée par le Premier ministre. De prudence dans ce dossier-là, de liberté de parole, médiatiquement parlant, quand il y a des suicides notamment, on a une certaine retenue pour éviter des cas d'imitation. Il se pose beaucoup la question dans les cas des attentats aussi. Pensez-vous que dans le cas des attaques avec des voitures ou des camions comme ça, le même principe de précaution ou de sobriété devrait s'appliquer? Bien, c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi il y a plus de personnes qui ont des mauvaises idées comme ça? C'est-tu parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre le faire? C'est quelque chose qu'il faut se poser aussi. Est-ce qu'on le montre trop? Pourquoi il y a plus de personnes qui peuvent avoir des idées contre d'autres personnes là, qui n'ont rien à se reprocher? Pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont pas une aussi bonne syntaxe que notre Premier ministre, mais ça, c'est une autre question. Je ne sais pas si c'est votre archive du père Régimbald ou votre appel de la commission contre les vilaines paroles des chansons créées par Madame Gore que vous aviez fait il y a 2 semaines, mais ça a fait un petit lit dans mon cerveau pour que l'étincelle soit, parce que cette réponse de François Legault, qui se demande grosso modo si on a des mauvaises idées parce qu'on a vu d'autres en avoir, m'a fait un petit peu peur. Je comprends. Ce discours qui dit que les méchants deviennent méchants parce qu'ils en ont vu d'autres être méchants, on le connaît. On le connaît même depuis longtemps. Et en général, il ne tarde pas à darder ses vilains yeux fâchés contre la culture. La culture aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, puisque c'est là que peuvent être diffusées les fameuses images méchantes, en général sous forme de clips sensationnalistes. Mais hier, c'était la fiction. En particulier les films et les jeux vidéo. Rappelez-vous la levée de bouclier contre Natural Born Killers d'Oliver Stone, qu'on a accusé d'avoir inspiré les tueurs de Columbine, Kim Vergil, auteur de la tuerie au collège Dawson, ou celle du couple Florence Ray et Audrey Maupin, qui en 1994, près de Paris, ont tué 5 personnes en prenant la fuite après un braquage. Et on va écouter un extrait d'un reportage du journal télé de France 2 de l'époque, que j'ai trouvé sur le site de l'INA, et qui évoque la fouille de l'appartement que squattait le couple. Au premier étage, le sol habitait le grand désordre, peut-être accentué par la fouille des policiers. Sur une table, encore ouvert, 2 catalogues de vente d'armes. Juste à côté, des prospectus sur le métier de gardien de la paix. C'est également dans cette pièce que les policiers accompagnés de Florence Ray retrouveront un fusil à pompe, hier après-midi. Jeté sur un coin du lit, reste une documentation sur le film Tueur né, dont beaucoup pensent que le scénario ressemble à leur folie meurtrière. Je me retournais derrière, j'ai ma collection de VHS, j'ai déjà eu. Tueur né. Oui, la version avec 2 cassettes VHS. Wow. Puis vous n'êtes pas devenu un tueur sanguinaire? Pas encore. Dis donc. J'ai du temps devant moi. Oui, c'est vrai, ça peut encore vous inspirer.
Mais ouais, c'est le gros méchant film donc qui aurait Qui inspiré. était pas si bon en passant. Qui n'était pas si bon, mais qui apparemment fonctionne sur certains cerveaux. Ouais. Sur Slate.fr, je vous conseille d'ailleurs un article passionnant sur les différents cas où on a considéré que la culture avait inspiré des fous furieux. Luca Rocco Magnotta, qui aurait utilisé un pic à glace et le pseudo de Catherine Tramell sur un forum, comme dans Basic Instinct. Ah, ben oui. Una Bomber, le terroriste américain qui a fait exploser 17 bombes après avoir lu plus de 12 fois L'agent secret de Joseph Conrad, livre dans lequel un prof quittait tout pour devenir un pourfendeur de la technologie qu'il voyait comme diabolique. Call of Duty ou la scène finale de Dogville de Lars von Trier, utilisée par Anders Behring Breivik en Norvège comme un exercice pour préparer la tuerie d'Utoya. Les exemples sont innombrables. Et bien sûr, François Legault n'accuse en rien un film, un roman, une chanson, mais il souligne tout de même cette idée que les mauvaises idées viennent d'une image déjà vue. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de penser deux choses lorsque j'entends ça. D'abord, que c'est quand même une façon plus ou moins subtile de détourner le réel enjeu de tous ces massacres, celui de la santé mentale. Tout à fait. Dans le point de On presse... rappelle, il y a eu un dépôt de budget. Voilà. Oui, en effet. Qui est pas Il n'en parlait pas beaucoup de santé mentale. Non, mais dans le point de presse, il en a tout de même parlé. Oui. En disant que c'est moins tabou qu'il y a quelques années, qu'il faut agir, que les listes d'attente ont été réduites, mais qu'il manque encore de ressources. Sauf que, en ajoutant un peu plus tard cette idée d'une influence des choses vues ailleurs sur la tuerie d'Amqui, c'est une façon de dire oui, mais même si nous nous occupons de la santé mentale des Québécois, il y a une partie contre laquelle on ne peut rien, c'est cette influence des mauvaises images. Ouais. Mais l'autre chose qui m'a un peu perturbée, c'est que cette réponse de François Legault, c'est un glissement rhétorique assez tranquillou vers ce qu'on peut constater partout ailleurs dans le monde, c'est-à-dire le retour d'un certain nouvel ordre moral. On peut être content parce qu'en France, eux, c'est le retour à l'ordre tout court auquel ils assistent, avec des violences policières qui ne se peuvent plus depuis l'allocution d'Emmanuel Macron de mercredi dernier, d'une arrogance que même Fitzgibbon n'oserait pas, je pense. Mais bon, c'est tout dire. Ouais, c'est tout dire. Retour de l'ordre moral, c'est-à-dire en gros cette idée que le monde et donc les images qu'il génère, qu'elles soient de fiction ou réelles, doit être appréhendé selon des valeurs qui ne relèvent pas de la justice, pas de principes comme l'égalité ou pas de la science, mais de la morale, c'est-à-dire ce qui relève du bien et du mal. Dans les années 80, c'était la grande mode et elle a duré assez longtemps. Les rappeurs étaient jugés responsables de pervertir la jeunesse avec leurs guns et leurs mauvais mots. Ouais. Les films, Natural Born Killers, mais aussi Robocop, Taxi Driver, The Matrix, ils étaient tous coupables de montrer des actes odieux susceptibles d'inspirer le mal. Et aujourd'hui, en tout cas au cours des 5 dernières années, cette question de la morale s'était un peu retournée dans l'autre sens. Parce qu'on s'était mis à attaquer les œuvres créées par des gens coupables de toutes sortes de choses, Maznev, Polanski, Woody Allen, etc. Ou aux œuvres dont le contenu choque ceux et celles qui se sentent souvent, à juste titre, lésés par la sous-représentation de leur groupe minoritaire, slaves, Kanata et les autres. La morale avait, d'une certaine façon, changé de camp, passant des mains des élites conservatrices à celles des groupes minoritaires, avec bien sûr, dans les deux cas, des dérives étranges. Réécrire les œuvres de Roald Dahl, c'est non. C'est tout simplement non. Bon. Mais je me demande si aujourd'hui, mars 2023, le balancier n'est pas en train de revenir en arrière encore une fois. L'opposition traditionnelle gauche-droite, elle s'est effacée. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle conception sociopolitique du monde qui opposerait plutôt les woke et les identitaires. Puisque le monde est devenu de plus en plus incompréhensible par la plupart d'entre nous. Il explose de toutes parts, des actes de violence de plus en plus marqués. Et je me demande si les identitaires, c'est-à-dire en gros les anciens baby-boomers, crispés sur leurs habitudes, leurs privilèges, qui se sentent obligés de redéfinir ce qu'est le « nous », parce qu'ils se sentent agressés par le fait que ceux qui ne font pas partie du nous revendiquent d'y appartenir sans devoir adopter les codes « un couple, 2 voitures, un chalet, l'avion, l'inflation ça gosse, mais ça ne me dérange pas tant que ça ». Je me demande donc si ces identitaires ne sont pas en train de réinventer la bonne vieille idée que la morale, c'est un outil qu'ils ont laissé aller et qu'ils veulent récupérer pour mieux asseoir leur contrôle. Intéressant. Et c'est pas la seule réponse de François Legault qui me fait penser ça, évidemment. C'est aussi le débat un peu débile sur la présence des drag queens auprès des enfants. Oui. Débat lancé par Tucker Carlson à Fox, évidemment, pour qui une drag queen qui raconterait des contes à des enfants les endoctrinerait
et les sexualiserait. Ouais. Mais ce débat, il a été continué en Angleterre, où il y a eu des manifestations de parents devant les lieux où des drag queens parlent à des enfants. Mode qui a été reprise à Vancouver, à Edmonton ou ici, Oui. contre la lecture Avec du Barbada, conte par ouais. Barbada, Ouais. ou bien sûr en France, où on trouve quand même des exemples de débats assez rigolos parce qu'ils réussissent à pervertir l'idée même de débat en n'avançant aucune idée. Je vais vous faire écouter un extrait de RMC, ça date d'il y a un mois. RMC, qui est... Radio Monte-Carlo. OK. Mais c'est une chaîne de télé sur le câble. Donc, le débat a lieu entre Elina Dumont, une comédienne et militante des droits humains, et Mehdi Guézard, qui est chef d'entreprise. Et tous les deux sont invités à débattre sur le thème pour ou contre les ateliers pour les enfants animés par des drag queens. Parler de Serge qui. Pourquoi tu pour ceux qui mêles ne des voient gamins pas. de 18 ans à 4 ans? Pour ceux qui sont Oui, à la faut décrire, radio. je dis, il est en robe et une moustache. Voilà. Déjà, Il est que la dernière en fois, ils m'ont robe orange, choqué il quand a ils les m'ont cheveux dit. longs, il est maquillé, il a une moustache. J'imagine, il a une moustache, il a une robe, il est maquillé. Le gamin de 18 mois à 4 ans, qu'est-ce qu'il va comprendre là-dedans? Non, mais déjà. Non, mais il va comprendre quoi là-dedans? Quand tu vois Serge qui est habillé comme ça, qui a une moustache, qui est maquillé, qui est en robe. Il s'en remettra. Un enfant de 18 mois à 4 ans, il va comprendre quoi? Non, mais vu comment les mœurs évoluent, Non, mais- vaut mieux que les gamins soient prêts quand même. Oh non, mais non, mais c'est bon, non, mais c'est bon, non, mais j'ai. Non, c'est beau, une moustache, blablabla. Voilà, bref, ça ne veut rien dire, c'est absolument ridicule. Et ce nouvel ordre moral, il a quand même l'air très, très perturbé par ces drag queens et par l'image qu'elles renverraient à nos enfants. Sauf qu'ils oublient un peu de regarder quelle image il renvoie, lui, ce nouvel ordre moral, parce que les menaces contre ces événements, elles sont de plus en plus violentes, en particulier aux États-Unis, où les Proud Boys ont organisé des marches d'intimidation pour empêcher ces lectures, ou bien sûr toutes ces tueries dirigées contre des membres de la communauté LGBTQ+. Et oui, parce que rappelons que les tueries, les camions béliers, là, ça attaque rarement des banquiers. Rarement. Puis des lobbyistes. Rarement. Puis des... C'est ça. Non, c'est pas tout à fait dans ce sens-là que ça va. Je sais, là, on rappelle que le wokisme menace l'Occident. Oui, bien sûr, on est d'accord là-dessus. Accessoirement, là, c'est pas les banquiers qui sont attaqués par des camions béliers. Non, non. Et c'est ce que je trouve terrifiant, moi, Fred, parce que face aux revendications des woke, qui cherchent parfois maladroitement, si vous voulez, à réfléchir à comment rendre nos sociétés plus inclusives pour tout le monde. Et là, j'entends déjà le cri des identitaires qui disent « Non, 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 c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour l'homme blanc en pantalon de cuir ». Mais la réponse collective à ça, elle glisse de plus en plus vers une redivision morale du monde entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça nous éloigne d'une réponse qui tendrait à prendre en considération les vraies racines de ce qui déconne dans notre monde, c'est-à-dire les injustices économiques et sociales, les inégalités, les problèmes de santé mentale. Dire « ça c'est bien, ça c'est mal », c'est une excellente façon de se voiler la face et de refuser de comprendre le monde, les gens, dans toute leur complexité. Dire « ça c'est bien, ça c'est mal », c'est un réflexe hérité des années Reagan, entre autres, où le mal, c'était tout ce qui s'éloignait des codes de la bonne bourgeoisie blanche, sans réaliser que c'était la même bourgeoisie blanche qui créait elle-même ces codes pour dégager tout ce qui dérangeait son confort et son indifférence. Et Dieu sait, Fred, que revenir aux années 80 dans tous les domaines, c'est une pente glissante qui va tous et toutes nous faire perdre la tête. On ne veut pas revenir aux années 80, Jamais. Hélène. Pour ça... Et pour plein d'autres choses. Et pour le fluo. Merci, Hélène. T'as combien d'auditeurs, d'auditrices? C'est bon. 8000! Entre 8000... Auditoris. Oh, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un texte là-dessus. Bon, là, on a déjà commencé à parler. Je ne vous ai même pas présenté. Vous savez, à la balado, on aime beaucoup parler des revues, des magazines qui existent au Québec. Il y en a beaucoup. Et là, il va y avoir une nouvelle collaboration avec la gang d'Ababar. Et je comprends même pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. C'est de ta faute. Isabelle Bouchard, Claude Vaillancourt, bonjour. Bonjour. Allô, allô. Claude, Isabelle, on va se parler pendant la présentation du nouveau numéro d'Ababar, le numéro 95. Mais Claude, vous allez rester à la balado parce qu'on va aussi parler d'un essai que vous avez publié chez Éco-Société qui s'appelle « La fin du néolibéralisme » que j'ai dévoré. Je n'étais pas toujours d'accord. Ce qui est assez rare. J'ai entendu ça. Ouais. En fait, on va en discuter tantôt, mais vous allez participer au segment de présentation du nouveau numéro d'Ababar parce que vous avez coordonné. Oui, c'est ça. J'ai coordonné le dossier sur le lobbyisme avec deux autres personnes, Yannick Delbecq et Wilfrid Cordeau. Voilà. D'accord. Mais avant,
Isabelle, vous êtes la coordonnatrice, donc vous vous arrangez pour que tout ça se tienne et s'en aille à l'impression. Et là, normalement, ça sort aujourd'hui, si tout va bien. Si tout va bien, c'est dans les kiosques d'ici quelques jours. Oui, et on répète, on achète ces magazines et ces revues chez un libraire indépendant parce que la mayonnaise, elle est meilleure chez Costco. Voilà. Alors, il y a des gens. Mais les revues sont meilleures chez les libraires. Chez les indépendants. Alors, oui. Peut-être un historique. Est-ce qu'on dit revue ou magazine chez Ababar? On dit revue. On est foncièrement une revue. Ouais. Et moi, oui, je suis coordonnatrice, mais je suis coordonnatrice d'un groupe qui s'auto-gère. Ah oui? Je suis coordonnatrice de rien. C'est un titre. OK, oui. C'est le collectif qui décide. Alors, la revue Ababar 2003. Alors, on est création en 2003. Oui, création en 2003. Ouais. On est à presque 20 ans d'existence. 95e numéro. Ouais. On va souligner le 100e numéro dans 5 numéros. Ouais. Ce sera un événement important. C'est pas rien dans le monde des revues tout à fait. indépendantes au Tout à fait. Québec. Alors, ça tient par un fonctionnement tout à fait horizontal. Oui. C'est-à-dire que c'est une revue qui fonctionne en comité. Ouais. Des comités indépendants. Ça doit être... il doit y avoir beaucoup de réunions. Il n'y a pas beaucoup de réunions parce que ce sont des personnes militantes qui œuvrent auprès de la revue, qui ont des jobs ailleurs, qui sont étudiants, qui viennent du monde communautaire, donc qui viennent de tous les milieux. Il y a quand même beaucoup de profs de cégep au carré. Là. Le prof de cégep au carré est intéressé par une revue de ce genre-là, puis aussi par ce fonctionnement convivial. Alors, il y a plein de comités, puis on travaille en comité. Alors, le comité d'édition, c'est le comité le plus important. C'est lui qui est responsable de sortir la revue papier. Là. Puis si jamais elle ne sort pas, ça va être de sa faute, puis juste de sa faute. Là, il faut dire, c'est disponible seulement en papier? Non, c'est disponible aussi de manière numérique si on prend un abonnement numérique. Okay. Alors, on peut s'abonner numériquement à la revue Ababar. C'est facile de s'abonner. On va sur le site de la revue Ababar on s'abonne. On va mettre le lien. C'est simple. On va mettre le lien sur la page Facebook de la balado. Et la mission en 2003, pourquoi on a décidé de créer un magazine Ababar, ça le dit? C'est à gauche, quand même? C'est à gauche. Et ce qu'on a voulu faire initialement à la revue Ababar, c'est d'unir les voix de gauche et aussi de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, pour paraphraser un chanteur récent, mais c'est pas quand même récemment que les gens qu'on devrait écouter parlent. Tout à fait. Alors, notre mission, c'est de donner la parole aux gens qui ont des idées qui sont peu souvent entendues. Évidemment, des idées qu'on partage dans la grande famille de la gauche. Oui, c'est ça, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des débats. Moi, je me rappelle, à l'époque des apartistes, nous avions institué une règle, parce qu'évidemment, on n'était pas d'accord. Tu sais, c'est un collectif, tout le monde amenait ses sketchs. On n'était pas toujours d'accord avec les sketchs ou les idées derrière les sketchs, et on avait la règle du 10%. C'est-à-dire qu'on avait le droit de tolérer 10% du contenu d'un spectacle qui ne fait pas notre affaire. Si ça dépassait ça, il y avait un problème, et là, il fallait en discuter. Est-ce que vous avez un peu cette règle-là? Parce que j'imagine que dans une revue de gauche comme ça, la gauche, elle n'est pas uniforme, elle est multiple, j'imagine qu'il y a des débats, là. Dans notre revue, l'appel de texte, il est interne. Ça veut dire qu'on ne va pas à l'extérieur. Les gens peuvent nous envoyer des textes, envoyez-nous des textes, puis on va les lire, puis on va se demander si on les publie, évidemment. Mais comme l'appel de texte est interne, c'est chacun des membres du collectif qui va suggérer des angles, qui va écrire des textes et qui va aussi demander à des compagnons, des compagnes, des autrices, des auteurs, des autoristes, s'ils veulent publier pour nous. Alors, autrement dit, il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait par cet appel interne-là. Mais des débats, il y en a, on les affronte et on a un mode de fonctionnement consensuel. Alors, on essaie de dégager le plus de consensus possible. Bon, alors là, le consensus pour le numéro 95, printemps 2023, comment il s'articule? Alors, il s'est fait facilement parce que à Babar, comment on fonctionne, c'est qu'on se rencontre dans une grande fin de semaine festive en juin. Et c'est là qu'on va déterminer les 4 prochains numéros. Oui, donc il y a 4 numéros par année? Il y a 4 numéros par année. En fait, les dossiers principaux, puis les mini-dossiers qu'on a. Donc, c'est ça qu'on va déterminer. Puis ça, effectivement, c'est très, très important. Là, et c'est très festif. Donc, c'est festif. C'est une espèce de lac à l'épaule. C'est toujours une espèce de lac à l'épaule de gauche avec de la musique
avec de la musique, avec du plaisir, Oui, parce que l'équilibre de la revue, ça tient à si on a des sous, Oui. mais aussi si on a encore du plaisir Oui, et du totalement. monde. Ben oui, ben Puis oui. actuellement, on a du plaisir puis on a du monde. Ouais. Puis des idées, Ouais. on n'arrêtera jamais d'en avoir. Ben non. Et le lobbyisme, on se demande, Claude, comment ça se fait qu'on n'en a jamais traité. Il était temps. Oui. Et, Oui, tout à fait. on y est presque. Et ça, c'est vous, Claude, qui avez coordonné ce dossier lobbyisme, le pouvoir obscur? Oui, c'est ça. Je Ouais. l'ai coordonné avec 2 camarades. Là. Ouais, Pour ouais. nous, ça semblait vraiment important de parler de cette question-là parce qu'on trouve que ce qui bloque les progrès sociaux là, ces temps-ci, Oui. une des choses les plus importantes, c'est le lobbyisme. Comment ça se fait qu'on est en période d'urgence climatique, Tout à fait. qu'on prend si peu de mesures? Comment Ouais. ça se fait que Uber a réussi à s'intégrer dans le monde du taxi comme ça sans qu'on fasse rien? Et là, c'est pas une vision de l'esprit pour Uber, entre autres, parce que Radio-Canada a sorti une enquête pour démontrer comment c'est le lobbying de cette compagnie-là, multinationale, inscrite dans un paradis fiscal, a réussi à changer les lois et faire s'effondrer une industrie du taxi. Oui, C'est pas juste de la représentation, puis on rencontre des ministres, puis on verra, là, ça a un impact. Là. Puis on n'est pas dans la théorie du complot, on a des Non. choses qui sont vraiment démontrées. Là. Donc Ouais. ça, c'est très, très clair. Alors, dans ce dossier lobbyisme, il y a la dimension aussi du communautaire qui a... Est-ce que j'ai compris qu'on a demandé, dans le fond, aux organismes communautaires de devenir des lobbyistes? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une loi actuellement sur le lobbyisme, puis on voudrait que les organismes s'inscrivent. communautaires s'inscrivent, c'est Oui. ça, dans le registre des lobbyistes. Oui. Or, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Oui. Pourquoi? Parce qu'on fait pas le même travail. Mais non. Entre un lobbyiste qui est payé, je ne sais pas combien par année, Oui. sa seule tâche, c'est de rencontrer des élus et des fonctionnaires, et il fait ça pour des intérêts commerciaux. Oui. C'est pas comme des militants qui font ça de manière très, très ouverte, d'ailleurs. Hein, Oui. quand on rencontre un élu, c'est public, Oui. le contenu est exposé sur la place publique, et en plus, c'est pour le bien commun. Ouais. C'est pas dans des intérêts commerciaux. Ah, mais Donc, les lobbyistes, c'est deux choses complètement différentes. Les là. lobbyistes, ils vont vous dire que c'est pour le bien commun aussi ce qu'ils font, mais... C'est vrai qu'ils disent ça, c'est vrai, mais quand On même, n'est il y a pas obligé de les toujours... croire. Non, puis il y a toujours quand même un intérêt commercial Ouais. qui est là. Quelqu'un qui défend, je ne sais pas, une rivière, par exemple. Ouais. Il n'y a pas d'intérêt Non, tout à fait, commerciaux tout à fait, derrière ça. tout C'est à fait. zéro, là. Il y a Non. des biens communs qui sont plus bien communs que Oui, d'autres. voilà. Ouais, Voilà. c'est C'est une ça. question de perception. Dans ce dossier, il y a un texte de Louis Robert, Oui, tout à fait. qu'on connaît bien, Oui. agronome à la retraite, donc avec une liberté de parole peut-être un peu plus grande. Et qu'une lanceur certaine d'alerte bien connu. Ce qui Oui, est intéressant à Denis Robert, c'est qu'il a vu ça de l'intérieur. Il a vu des organismes gouvernementaux infiltrés par des lobbyistes. C'est extrêmement grave. Ça aussi, c'est sorti dans les médias. Puis c'est grâce à lui que c'est sorti. Puis on a découvert l'importance de la chose, à quel point c'était quelque chose qui était systématique là, dans tous les organismes gouvernementaux qui traitaient des questions d'agriculture. Mais il y avait des gens qui défendaient les intérêts des compagnies. En tout cas, c'est quand même assez grave, ça. Et d'ailleurs, Claude Vaillancourt, vous signez un texte sur 2 grands épicentres du lobbying. Oui. Washington et Bruxelles. Et Bruxelles, Ouais. c'est ça. Ben, ce qu'on observe là-dedans, c'est de voir à quel point l'activité des lobbyistes est beaucoup plus grande, justement, que celle des organisations de la société civile. Hein? Alors, c'est au-dessus de 80% des lobbyistes qui font ça, des À temps lobbyistes plein. professionnels, Oui. à temps plein. Là. À grand salaire. À grand salaire, exactement. Autre texte aussi dans ce dossier lobbying, astroturfing, un phénomène relativement nouveau. Oui, c'est... En tout cas, dans le... En fait, on en parle de plus en plus. Ça fait peut-être longtemps que ça existe. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, l'astroturfing, on appelle ça le similitantisme. C'est des grandes entreprises qui vont créer des espèces d'organisations militantes de terrain. On a l'impression qu'elles sont d'origine citoyenne. Exactement, mais c'est pas ça. tout à fait ça. C'est ça. En fait, c'est une sorte de fraude, il faut le dire. Là, c'est ça le mot. Ils font semblant que, mais dans le fond, ils défendent les intérêts des entreprises. Est-ce que l'Institut économique de Montréal est considéré comme de l'astroturfing? Non, je ne pense pas, parce que le financement est quand même assez clair, là, puis on sait les il est intérêts. clair, il n'est pas clair. Ouais, c'est on vrai. sait d'où il vient, mais on n'a pas de nom. Sinon, Isabelle Bouchard, dans ce dossier 95 à Bavard, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve un mini-dossier que j'ai coordonné avec Philippe de Grosbois. D'ailleurs, ce serait peut-être une bonne idée que vous l'invitiez. C'est quelqu'un de formidable. Oui. Oui, nouveau chroniqueur que j'ai rencontré grâce à un essai. Parce que vous savez que la balado est dédiée beaucoup à l'essai. D'ailleurs, Claude Vaillancourt, c'est pour ça que vous êtes là aussi, parce qu'on va parler de votre essai tantôt. Mais ça permet de faire des rencontres qui, après ça, peuvent fructifier vers des collaborations régulières. Et Philippe Quelle de bonne Grosbois. idée. Oui, alors, vraiment. nous, à Babar, les alliances, vous aimez ça? On adore ça. On les cultive avec plein de monde Oui. de gauche, Oui. évidemment. Oui. Et Philippe et moi, on s'est demandé, hey,
qu'est-elle devenue la chanson engagée en 2023? Et les gens du collectif ont un peu pris notre idée au recul en disant, ben voyons, quelle vieille idée surannée, Paul Piché. On ne pouvait cacher notre âge. Philippe étant plus jeune que moi, il faut quand même que je le dise. Mais plus très jeune non plus. Ce sera à lui de répondre à cette question-là. Je ne le ferai pas. On s'est demandé, est-ce que c'est dépassé, ça, la chanson engagée? Pourquoi on ne la théorise pas plus? Ah, ça, c'est intéressant. Et pourquoi la gauche la redécouvre pas? Parce qu'elle aura avantage à se la réapproprier parce qu'elle est rassembleuse, elle est fédératrice. Oui. Et là, on était parti pour un dossier de 80 pages. Oui. La revue en a 73. Ah ouais. Alors, on a calmé nos ardeurs. Mais ça pourrait éventuellement... Oui. Donner un dossier complet sur la chanson engagée, parce que la chanson, c'est quelque chose qui nous touche, parce que la chanson, ça exprime notre rapport au monde. Oui. Alors vous, Fred, j'ai envie de vous demander, à brûle-pourpoint, c'est quoi votre chanson engagée préférée? Ben moi, j'ai beaucoup aimé la chanson engagée un peu plus jeune. C'était vraiment important. Au secondaire, quand je commençais à jouer de la guitare, entre autres, et Paul Piché, moi, j'ai découvert à l'époque Paul Piché, son premier album. C'était dans les années 80, mais j'avais redécouvert le premier album. Après ça, j'ai beaucoup écouté de musique punk, évidemment, et il y a beaucoup d'engagement. Pas dans tout le punk, mais j'avoue qu'aujourd'hui, en vieillissant, si je fais un bilan de mon rapport à la chanson engagée, je pense qu'il faut revenir à Georges Brassens, puis mourir pour des idées. Je pense que... Je sais pas si... Mais de mort lente, s'il vous plaît, de mort lente. Voilà. Mais non, mais il y a tout dans ça. Puis quand j'ai découvert Brassens, je l'ai découvert sur le tard. J'ai beaucoup regardé ça de haut, Brassens. Je trouvais que c'est de la petite chanson pastorale, facile. Mais quand tu commences à jouer à la guitare du Brassens, tu te rends compte du génie, parce que ça a l'air facile. Puis c'est presque du jazz en complexité. C'est des accords assez simples, mais il y en a tellement. Et l'agencement. Mais les paroles... Et je trouve que mourir pour des idées... c'est l'ultime chanson engagée, pour moi. Claude, j'oserais te demander, je te tutoie parce que oui, parce que oui. t'es Vous avez le droit. Claude, puis nous, on a le droit, là, s'il vous plaît. Moi, je suis un grand amateur de jazz, alors j'ai pas pu me retenir de mettre Hymn for Freedom de Oscar Peterson, qui est quand même un Montréalais. Oui. C'est de la musique, c'est pas chanté, il n'y a pas de paroles, mais c'est toute l'émancipation des Afro-Américains qui est derrière ça. Oui, c'est ça. Puis c'était un type qui était extrêmement préoccupé par des questions de racisme, puis il en a été victime énormément. J'ai mis aussi une belle chanson des Têtes Raides qui s'appelle L'Identité, qui est magnifique, ça. C'est vraiment sur le racisme aussi. Oui, un groupe français, c'est ça. Ouais. On aurait pu en mettre beaucoup. J'aurais pu parler de Max Roach aussi, que je viens d'acheter une réédition de We Resist, l'album de Free Jazz de Max Roach, qui est extraordinaire aussi. Mais oui, c'est vraiment un secteur musical, c'est pas le bon terme, mais qu'il faut reprendre, parce qu'on a l'impression qu'il est un peu mort aujourd'hui avec l'explosion des plateformes d'écoute qui ne mettent pas tellement de l'avant ce type de chanson-là. Peut-être qu'elle est moins populaire, la chanson engagée, mais elle est là et c'est le sens que les gens lui donnent. C'est pourquoi, dans le numéro, on a demandé à des membres du collectif de nous donner leur top 3. Ça, c'est cool, ça. J'ai plus le temps de lire ça. Je vais aller lire ça. De leurs chansons engagées. Alors, les lecteurs, lectrices pourront avoir des suggestions. Et d'ailleurs, sur notre page Facebook, on invite les gens à déposer leur top 3 des chansons engagées. On observe à quel point c'est dans des styles très différents aussi. Oui. Vraiment, ça va ratisser très, très, très large. Et j'imagine que la conception de ce qu'on fait de la chanson engagée, elle peut être différente d'une personne à l'autre. Sinon, Isabelle Bouchard, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce numéro? On retrouve tout un tas d'entrevues, particulièrement une entrevue avec un hub sur l'environnement qui nous invite là, à redécouvrir comment on dit hub en français? On dit hub. On dit pas hub en français, mais comme eux s'appellent hub, on les a pas traduits. Parce que moi, je lisais un hub, donc une grappe de gens qui se mettent ensemble. Je pas grave. Écrivez-nous le dernier mot sur la virgule. Si vous le savez, elle vous appartient. Sinon, on retrouve aussi une chronique sur le numérique de Yannick Delbecq. Et on retrouve aussi, puis c'est important que je vous en parle, des chroniques de nos chroniqueurs. Alors, dans la revue, il y a des auteurs, des autrices, des autoristes. Il y a des essais et il y a des chroniques. Puis il y a des chroniques. Alors, j'aimerais ça vous parler de quelques-unes de ces chroniques-là. On a Sortie de cale, qui est une chronique de Jan Almeida. Ça fait 2 ans qu'elle est avec nous. Alors, elle produit
à chaque numéro. On a une chronique qui s'appelle Mémoire des luttes. C'est jamais le même auteur. Okay. Mais on souhaite que dans chacun des numéros, on puisse se rappeler d'une lutte syndicale ou d'une lutte importante sociale. Ouais. Je pense que c'est important là, Ah que la oui, gauche se souvienne. Oui. On a une chronique travail qui est tenue depuis dernièrement par Thomas Colomba, qui est un prof à l'Université d'Ottawa, qui est très intéressant, qui avait déjà écrit pour nous puis qu'on a invité à tenir cette chronique-là. On a aussi une chronique qui s'appelle Regard féministe. Oui. C'est la chronique la plus ancienne de la revue. Elle était là au début. Okay. Elle est encore là. Et croyez-moi, elle sera toujours là. Elle est tenue par Caroline Souffrant, qui est une femme extraordinaire. On a aussi une chronique éducation. Oui. La chronique éducation, c'est notre camarade Normand... Baillargeon. Baillargeon, merci, qui l'a initié. Ah oui. Et maintenant, non, il n'est plus avec nous. Il est moins à gauche, Normand. Bonjour, Normand. Bonjour. Et maintenant, elle est tenue par un camarade... Heureusement que cette entrevue n'est pas filmée. On poursuit. Elle est tenue par Wilfred Cordeau, qui est un membre du collectif qui développe cette chronique-là avec passion. Oui. On a une chronique qui est faite par notre punk officiel qui s'appelle Ramon Vitesse. Que j'ai lu d'ailleurs, Histoire du punk québécois. Oui, parce que qui dit musique engagée dit musique politique. Oui, voilà. Qui dit musique politique dit anarchie. Qui dit anarchie dit punk. Oui. Je pense que j'ai tout dit. Et il tient une chronique qui s'appelle À tout prendre et c'est une chronique intéressante parce qu'il traite des BD indépendantes, des disques indépendants. Alors, on est vraiment heureux de l'avoir avec nous. Oui, mais j'aimerais juste ajouter que Ramon a fait aussi des illustrations pour les deux dossiers et ils sont très bonnes. Oui. Et il y a une chronique importante dans la revue qui s'appelle La littérature et la vie, qui est tenue par Jacques Pelletier en alternance avec quelques autres auteurs. Mais c'est important pour une revue de gauche de traiter de la littérature. Ben oui. La littérature, là, c'est pas neutre. Non. Ce n'est pas neutre. Non. Alors nous, on traite de littérature de manière non neutre, c'est-à-dire ce qui intéresse Jacques, c'est des aspects plus à gauche de la littérature. Et il y a aussi deux nouvelles chroniques, une chronique économie et une chronique environnement. Alors, chacune de ces chroniques-là a été choisie avec soin après des débats interminables. Parce que pourquoi il n'y aurait pas une chronique région? Pourquoi il n'y aurait pas une chronique podcast? C'est vrai. Alors, c'est vrai. Tout est possible. Tout est possible à Babar, à condition qu'on en discute. Il y a des textes, bon, vous parliez de Mémoire des luttes, c'est sur Wounded Knee, 50 ans de lutte. Il y a un texte sur Haïti, sur le rôle du gouvernement canadien dans Haïti. Donc, il y a un aspect international. Moi, je suis toujours fasciné à chaque fois que des gens viennent présenter leur revue. C'est toujours des œuvres qui ratissent large. On parle de musique, on parle de politique internationale, on parle d'histoire. Et c'est ça qui est beau avec les revues. Moi, je suis content que vous soyez venu en parler. Isabelle Bouchard, est-ce qu'on a fait le tour pour ce numéro-là? Parce qu'il faut quand même donner l'envie aux gens de l'acheter. Bien, je pense que ça vaut la peine de se procurer cette revue-là, particulièrement ce numéro-là, parce que je pense qu'il allie légèreté et dossiers importants. Parlons-nous de musique, continuons à nous parler de musique et de musique de gauche, mais aussi continuons à suivre les enjeux sociaux et politiques de nos sociétés. Là, c'est fondamental. Alors, merci de votre invitation. Puis on va savoir, parce que là, c'est une collaboration. Donc, le prochain numéro? Prochain numéro, dans 3 mois, à peu près? C'est dans 3 mois. C'est sur le bas du fleuve. Le dossier porte... on a toujours un dossier par année qui porte sur une région du Québec. Et là, la région qu'on a choisie, c'est le bas du fleuve. On ne veut pas être juste montréalais. Ben non, on ne veut pas être montréalais. Là, comme la balado. C'est un mariage naturel. On aurait dû faire ça avant. Partout. On va être partout. Merci Isabelle Bouchard. Je vous laisse vous en aller parce que vous avez autre chose à faire, mais je vais garder Claude avec moi. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, Claude Vaillancourt, je vous garde à la balado parce que, bon, vous êtes impliqué avec Ababar, mais vous êtes... vous venez de publier, ça fait quelques semaines? Oui, c'est ça, fait un petit peu moins d'un mois, là. Un nouvel essai, La fin du néolibéralisme, publié chez Éco-Société. Regard sur un visage discret. Et là, pour préparer l'entrevue, j'ai replongé dans votre... Parce que je pense qu'on s'est déjà croisés à l'époque des apartistes. Oui, tout à fait. Et là, j'ai replongé dans votre biographie, dans votre bio, qui est quand même... impressionnant. Bon. Romancier, nouvelliste, essayiste. Vous avez écrit plusieurs romans. Oui.
où vous réfléchissez sur les liens complexes entre la vie et l'art. Exactement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé avant que je prenne un virage, disons, plus social et plus politique. Mais disons, au départ, là, c'était ça mes grandes préoccupations. J'ai une formation en littérature. Donc, c'est là où j'ai étudié à l'université. Alors, c'est sûr que ça m'a beaucoup marqué. Donc, les titres L'inconnu, Réversibilité, L'eunuque à la voix d'or, ça, c'était des nouvelles. Ça, c'est des nouvelles, oui. La déchirure, Le conservatoire. Et là, vous développez de longues sagas? Oui, c'est ça. J'ai écrit deux bonnes briques, là, comme on dit. Là. Et est-ce que vous écrivez encore de la fiction? Oui, j'écris toujours de la fiction. Okay. Ouais. Après ça, plusieurs essais où se reflètent vos préoccupations tant politiques et économiques, même mises sur les services, que la littérature. Vous l'avez dit, vous étudiez en littérature. Hollywood et la politique, paru en 2012, sur la façon dont le cinéma hollywoodien aborde les questions politiques. Combien d'essais en tout? Après ça, des différences et contrôle social, le syndrome de Procuste, l'empire du libre-échange, argent, marché. Vous êtes une machine? Ben oui, disons que j'écris beaucoup. Pour moi, c'est pas quelque chose de difficile. Okay. Beaucoup d'idées qui me trottent dans la tête, alors je sens le besoin de les exprimer. Ça, j'envie ça, parce que moi, j'aime ça avoir fini un texte, mais j'aime pas ça. C'est difficile m'atteler à écrire un texte. Vous êtes président de l'organisation Attaque Québec? Oui, c'est ça. C'est peut-être dans des manifs à l'époque, peut-être au Sommet de Québec qu'on s'est croisés, si vous étiez là. Oui. J'ai l'impression que oui. Moi, j'étais là, mais je n'avais pas commencé à devenir militant vraiment à ce moment-là. En fait, ça a été pour moi mon choc. Comme bien des gens, c'est ça, Et c'est à partir de là que j'ai dit, écoute, là, je ne peux plus laisser passer des choses. Il faut que j'intervienne en tant qu'individu, en tant que personne. Et c'est là que j'ai intégré l'association Attaque. C'est quoi l'association Attaque? Attaque, c'est une organisation internationale, en fait. Donc, ça existe dans plusieurs pays, en Europe principalement, et en Amérique du Sud, en Afrique aussi. C'est une organisation qui s'occupe de la justice sociale, mais d'un point de vue international. Donc, on est vraiment pour la répartition de la richesse. À l'origine, c'est une taxe sur les transactions financières qu'on voulait mettre en place, mais maintenant, on s'occupe des questions comme le libre-échange, les paradis fiscaux. Donc, beaucoup de travail. Oui, c'est ça. Avec Attaque Québec. Effectivement. Donc, collaborer aussi avec la revue à Babar, Journal des alternatives. Vous avez été chroniqueur au HuffPost? Au Huffington Post? Oui, ça fait longtemps de ça. C'est au moment où ils étaient quand même très accueillants. En fait, j'écrivais dans le Journal des alternatives et mes articles étaient repris. J'envoyais mes articles aussi automatiquement là, dans le Huffington Post. Et maintenant, vous collaborez avec Pivot? Oui, c'est ça, oui. Vous donnez des conférences. Vous avez été membre de la Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec. Vous avez enseigné? Oui, tout à fait. Oui, j'ai enseigné au cégep. André Grasset. Voilà. Bon, je pense qu'on un bon portrait. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit tantôt, vous êtes amateur de jazz. Vous êtes musicien aussi? Oui, je suis musicien aussi. Oui, j'ai mon petit groupe. Je joue du saxophone, du piano en fait, flûte saxophone, mon instrument principal. Pour le plaisir, c'est le piano. Et vous avez un petit groupe? Oui, c'est ça. Ouais. Et vous jouez dans des... Là, je suis dans un duo. On commence. Là. J'ai un nouveau partenaire, là, puis on est en train de monter quelque chose. J'espère que ça va donner quelque chose. Et vous avez été chroniqueur à l'émission L'Opéra du samedi à la chaîne culturelle. Vous avez trahi votre âge un peu, la chaîne culturelle. Oui, c'est vrai. Non, mais j'aime beaucoup ces parcours éclectiques qui ne sont pas spécialisés. Puis des fois, on perd ça de vue. C'est possible de faire plusieurs choses. Oui, moi, je pense que oui. Toucher à plusieurs choses. Ouais. Bon, alors, on va se plonger dans votre essai « La fin du néolibéralisme » dès le début. En fait, quand j'ai reçu l'essai, ça m'a intrigué parce qu'on a l'impression qu'on est encore dans le néolibéralisme. Et vous dites que non. C'est ça. D'abord, c'est intéressant d'avoir l'histoire de ce titre-là. Avec l'éditeur, on a cherché longtemps. C'est drôle. Et finalement, on a décidé d'aller là-dedans. La provocation, la fin du néolibéralisme, on annonce quelque chose. Donc, dans le fond, c'est à la fois un souhait, parce que je pense que le néolibéralisme n'a pas donné les résultats qu'on aurait dû obtenir. Donc, il faut mettre fin à ce système-là. Mais quand même, dans ce que j'ai observé, il y a suffisamment de choses extrêmement significatives qui nous font dire qu'on est ailleurs, qu'on est dans un autre monde. Pour moi, on est en train de changer d'époque. Ça, c'est le pari de ce livre-là. C'est d'essayer de convaincre les gens qu'on n'est plus à la même place, qu'on est ailleurs. En fait, on est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qui nous attend? Je ne le sais pas. C'est ça. Mais je pose des questions. Vous n'apportez pas que des réponses. C'est ça. Et c'est dans cette partie-là qu'on pourra discuter un peu plus. Oui. Bon, comment on peut le décrire,
avant de proclamer qu'il est terminé, comment on peut le décrire, le néolibéralisme? Il y a plusieurs définitions, là, mais les grandes caractéristiques qui nous permettent de dire... les grandes caractéristiques, c'est premièrement le libre marché. Ça c'est très clair. Ouais. On essaie de contraindre le moins possible le marché. Les gouvernements sont là pour aider les entreprises. Oui. Ensuite, derrière ça, il y a la volonté de réduire les impôts, mais ça, évidemment, le gouvernement vient me contredire là-dessus, le gouvernement du Québec. Cette semaine, réduire les impôts pour en même temps réduire la place de l'État. C'est ça qui est derrière ça. Réorienter les dépenses publiques. C'est ça, exactement. On privatise, mais c'est une privatisation qui est associée à de la tarification. Donc, on va payer individuellement pour les services qu'on obtient. Ce n'est plus des services... On ne détruit pas, par exemple, le système de santé. Là, on ne met pas fin public, mais... C'est ça. On gradue son accès en échange d'argent. Exactement, c'est ça aussi. Oui, allez-y. Un aspect important aussi, c'est la théorie du ruissellement. Hein. C'est-à-dire que laisser les riches être plus riches, mais cet argent-là va nous tomber dessus, puis tout le monde va en profiter. Mais ça a été longtemps mis de l'avant par la droite économique et ça a été un peu déconstruit de façon assez convaincante dans les dernières années. Exactement, c'est ça. Ça, c'est nouveau parce que quand même, le néolibéralisme s'est construit sur cette idée-là. Hein, le fait de baisser les impôts qui permet aux riches d'être plus riches, dans le fond, tout le monde va en profiter. On y a cru pendant longtemps, puis c'est assez nouveau qu'on a un discours critique qui est partagé, disons, d'une manière générale. À plus grande échelle. À plus grande échelle, exactement. Et on est encore là-dedans avec le dernier budget. Malheureusement, c'est une régression. Parce qu'on dit on va baisser les impôts, fait que ça va. On les appelle dynamiques d'ailleurs, moi ça me fait bien rire. C'est des baisses d'impôts dynamiques, ça va dynamiser les gens et l'économie, alors qu'on sait que c'est pas vrai. C'est ça. Et ça a été prouvé pour les entreprises. Les baisses d'impôts, l'argent libéré par les entreprises, quand on baisse les impôts des entreprises, il ne retourne pas dans l'économie, il est accumulé. C'est ça, donc il sort de l'économie. Et ça a été démontré dans je ne sais pas combien de textes. Donc, et même pas seulement par des économistes de gauche. C'est ça. Et là, vous identifiez 4 facteurs qui ont rendu inévitable le passage. Et là, vous parlez de post-néolibéralisme. Donc, on n'a pas de nom encore sur ce nouveau système. C'est ça. C'est ce que j'ai trouvé à défaut d'autres noms. Peut-être que dans quelques années, on va dire, on est effectivement, si j'ai raison, si on est dans une autre époque, on va certainement trouver un meilleur terme que celui-là pour la qualifier. Mais en attendant, je décide d'utiliser celui-là parce qu'il en faut un de toute façon. Voilà. Alors, il y a 4 facteurs qui ont rendu inévitable ce passage-là. Vous l'avez dit tantôt, l'absence de résultats, mais l'absence de résultats pour... Dans le fond, le néolibéralisme n'a pas livré ses promesses, mais est-ce que l'absence de résultats, c'est seulement pour les gens qui le pratiquaient ou pour l'ensemble de la société? C'est pour l'ensemble de la population. Parce que quand le néolibéralisme s'est mis en place, on disait, écoutez, faites-nous confiance. Vous allez voir que ça va se passer. On parlait de mondialisation heureuse. Hein? On voyait un bonheur collectif. Là. On sait à quel point ça a à quelle année à peu près? Est-ce que c'est les années Reagan, le néolibéralisme? C'est après? Oui, ça a commencé dans les années Reagan, les années 80. Donc, et là, il y a eu une espèce de période de grâce où il n'y avait pas d'opposition vraiment solide, jusque dans les années 2000. Après ça est apparu le mouvement altermondialiste, qui a été vraiment le principal opposant au néolibéralisme, mais sans avoir des répercussions vraiment très, très fortes. C'est-à-dire ça restait un mouvement assez minoritaire, quoique assez entendu, mais évidemment pas assez entendu. Et médiatiquement. Moi, je me rappelle Seattle. Oui, c'est ça. C'est le sommet à Seattle. La première fois que je disais, OK, il se passe quelque chose d'autre. Tout à fait, exactement. Qui a fait avant Québec. Là, on sentait qu'il y avait comme un talon d'Achille. On le voyait apparaître. Donc, absence de résultats. Deuxième facteur qui nous permet de quitter le néolibéralisme, selon vous, la grande récession de 2008. Oui, tout à fait. Oui, parce que le résultat de la grande récession, c'est non seulement de montrer que la déréglementation, qui était systématique, c'est ça que le secteur des banques avait réussi. Ils avaient réussi à exister en étant totalement déréglementé. Alors maintenant, on dit, regardez le résultat. Puis le résultat, ce qui est très grave là-dedans, c'est que finalement, qui a payé pour ça? C'est les populations du monde qui ont été victimes des mesures d'austérité parce que les gouvernements avaient donné de l'argent aux banques pour essayer de sortir de ça. Il faut lire The Big Short. Le livre de Big Short sur 2008 pour comprendre comment on s'est fait entuber et que ces gens-là, responsables, sont encore là aujourd'hui. Les banques sont prospères actuellement, mais regarde, nous, on a perdu des services publics, on a une qualité dans les services publics. Les gens ont perdu des maisons, ont perdu des économies. C'était dramatique. C'est ça, dramatique. Troisième facteur, réchauffement climatique. Oui. Réchauffement, parce que ça fait longtemps que c'est dans l'air, le réchauffement climatique, mais je dirais que ça fait juste
c'est devenu une préoccupation vraiment importante. On parle de transition écologique. Ça fait seulement quelques années, ça fait pas plus que 4-5 ans qu'on parle sérieusement que c'est dans le radar. Et ça exige des changements fondamentaux. Là. Si on réduit notre consommation de pétrole, de gaz et de charbon autant qu'il le faut, on n'est plus exactement dans la même société. Ça a des implications à tous les niveaux. Claude Vaillancourt, c'est ça qui fait qu'on n'y arrive pas. Oui, c'est ça qui bloque, effectivement. Parce qu'on n'est pas capable d'imaginer une société sans énergie fossile. Exactement. Puis aussi parce qu'il y a trop d'intérêts économiques derrière ça aussi. C'est dans l'ensemble de ces deux facteurs-là. Effectivement. Mais n'empêche que si on veut vraiment se sortir d'une situation extrêmement problématique, il va falloir agir. Est-ce qu'on va le faire maintenant ou plus tard? Ça, et dernier facteur, la COVID-19. Oui, c'est ça. La COVID-19, ça a montré deux choses. Premièrement, ça a montré l'importance d'un approvisionnement local. Si on dépend des masques de la Chine pour les masques, puis on a besoin... Ça, c'est... Et deuxième chose... ça a montré, en fait, les limites de la mondialisation. C'est ça, exactement. Mais aussi, ça a montré l'importance d'avoir des bons services publics. On s'est rendu compte que notre système de santé et notre système de CHSLD n'étaient pas à la hauteur. Et pourquoi? Parce que pendant des années d'austérité, on n'a pas donné l'argent nécessaire pour maintenir ça, pour en faire quelque chose d'efficace. Cela dit, vous dites... Bon, on va y revenir tantôt. Parce que vous êtes beaucoup plus optimiste que moi, en fait. C'est ça qui m'a heurté dans la lecture de votre essai. C'est rare, c'est rare qu'on me qualifie d'optimiste, mais c'est intéressant. Oui, on va en parler tantôt. Bon, vous rappelez que la grande force du néolibéralisme a été, pendant plusieurs années, d'être une idéologie qui refusait d'exister. Oui, c'est ça. Qui était là, mais qui n'était pas comme théorisée. Qui ne se définissait pas comme une idéologie. D'ailleurs, le terme néolibéralisme était utilisé seulement par les adversaires. Personne de cette mouvance-là disait « moi, je suis un néolibéral ». Donc, pourquoi? Parce que c'était le seul système possible. Et Margaret Thatcher le dit « there is no alternative », c'est la seule chose. Alors, un système qui est le seul possible... Margaret disait qu'il n'y avait pas de bien commun. Oui, il n'y a pas de société non plus. Bon, elle est quand même assez loin. Mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça, si c'est le seul système possible, c'est donc pas une idéologie, c'est la réalité, c'est tout. Alors, voilà. D'ailleurs, cela dit, parce que là, bon, il y a des gens qui s'essaient à définir l'époque économique où on vit. Vous parlez de Jonathan Durand-Folco qui parle de capitalisme algorithmique. Oui. C'est aussi une idéologie qui se nomme pas. Aujourd'hui. Oui, ben, c'est-à-dire ce que Jonathan Durand-Folco va sortir un livre là-dessus. Là, je pense que ça va être très, très intéressant. Mais lui, il dit que les algorithmes, c'est rendu tellement important. Les algorithmes sont quand même fabriqués par des êtres humains qui ont des idées derrière la tête. C'est ça, c'est pas une réalité neutre. La réalité des algorithmes, mais pourtant, ça a un pouvoir énorme. Alors, c'est eux qui vont décider, par exemple, si le balado de Fred Savard va être rendu, va être facile accessible. Et pour l'instant, ça va, mais ça pourrait être mieux. C'est ça. Il y a même un blogueur qui parle du dieu algorithme. C'est ça qui va faire toute la différence entre ce qui va lui arriver. Vous rappelez que, aussi, dans votre livre, que le fait que le post-néolibéralisme est encore flou, il est difficile à combattre dans les milieux progressistes. Il est difficile à combattre. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, actuellement, le fait que avant, l'adversaire néolibéral est un adversaire très bien ciblé. Facile à identifier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut cibler si on veut vraiment changer? C'est très, très difficile. En fait, on a des gouvernements un petit peu serpents qui se glissent entre les roches. Puis le gouvernement Trudeau, moi, je trouve que c'est un très, très bon exemple de ça. Un gouvernement qui dit une chose et qui fait le contraire. Alors, à ce moment-là, c'est très difficile à combattre parce que souvent, dans le discours de certains élus, on reconnaît notre propre discours, mais ce que ça donne dans la réalité, les réalisations concrètes, ben c'est pas ça. Donc, on est pris un petit peu dans ce flou. Mais là, vous parlez de l'élection de 2021, parce que vous dites, bon, c'est ça, c'est difficile de combattre le post-néolibéralisme, c'est difficile aussi d'envisager le futur en dehors du capitalisme, parce que, bon, le néolibéralisme est terminé, mais on est encore dans une économie capitaliste. Exactement, c'est ça. Et c'est très difficile, alors qu'à l'époque de la dualité bloc de l'Est et bloc de l'Ouest, donc du capitalisme et du communisme, on sait très bien ce que le communisme a donné, il y avait quand même une alternative. Là, il n'y en a pas, donc on n'est pas capable de voir
au-delà du capitalisme? Moi, je pense que oui, on est capable de le voir. Puis il y a beaucoup de personnes qui formulent qu'est-ce que c'est le monde après les capitalistes, aussi bien des économistes, des intellectuels, etc. Mais moi, je pense que le problème, c'est que c'est un discours qu'on ne veut pas entendre, qu'on refuse d'entendre. Et c'est là la difficulté. Et on le voit quand des gouvernements sont élus, qui sont associés au courant de l'extrême gauche, ou même une gauche qui est juste un peu plus radicale, on va l'écarter. Hein? On va voir ça comme l'espèce d'ennemi potentiel. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque à... ce qu'on veut faire, c'est des changements structurels. Donc, des changements qui sont... qui sont profonds et qui vont attaquer directement aussi les élites qui sont au pouvoir actuellement. Alors, c'est pour ça qu'ils vont devenir les adversaires numéro 1, privilégiés. Syriza, on va les éliminer carrément. Là, en Grèce. En Grèce, c'est ça. Mais Claude Vaillancourt... parce que le communisme a été, à cause de l'URSS, à cause de la Chine, a été un échec quand même, il faut quand même le dire, là, une tragédie humaine. Avant qu'on apprenne tout ça, c'était une alternative possible pendant tout le long du 20e siècle. Aujourd'hui, on le sait qu'on n'ira pas là. Oui, c'est vrai, exactement. C'est pas ça qu'on je veux vise. dire. Donc, c'est difficile pour les gens de la classe moyenne, les gens qui ne sont pas militants, de voir autre chose que le capitalisme comme système économique. C'est ça que je voulais dire. En fait. Oui, je comprends. Oui, c'est vrai qu'avant, il y avait comme une idéologie, le capitalisme, une idéologie, le communisme, puis les deux s'affrontaient, avec chacun leur vérité d'évangile. Hein? Voilà, tout à fait. Et maintenant, on n'est plus là, effectivement. Non. Là, on a une idéologie dans laquelle on a cru beaucoup, le néolibéralisme qui s'est effondré. On sait que ça ne marche plus. On ne sait pas par quoi le remplacer. Et on a une gauche, actuellement, qui a un discours beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus complexe, et qui est peut-être moins aussi idéologique. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à caser, mais pourtant, c'est là, ça existe, et il faut y aller vers ça. Vous en parlez de ça, c'est un peu plus loin, je pense, c'est le chapitre 9, où on sent le militant progressiste d'un certain âge qui regarde le mouvement progressiste aujourd'hui et qui déplore un peu une espèce de fixation sur les identités. Oui. Ben, moi, je pense que je dis la chose qui est la plus importante là-dedans, c'est que on a fait des progrès sociaux considérables là-dedans. Donc, moi, c'est ça qui est à retenir. Hein? Ça veut dire que quand on se mobilise... Non, vous n'êtes pas contre ce qui se passe. Non, absolument pas. Sauf que vous dites qu'on a... Vous avez toujours, dans votre approche progressiste... Vous avez toujours refusé de hiérarchiser les luttes. Exactement, c'est ça. Et là, on est là-dedans, entre autres avec tout le débat qu'il y a eu sur l'intersectionnalité. Et vous avez l'impression qu'on fait fausse route un peu, à gauche. Non, j'ai pas l'impression qu'on fait fausse route. Moi, je pense que le plus grand obstacle de la gauche, c'est la division interne. Les divisions internes. C'est de voir l'adversaire comme la personne qui est à côté, qui défend des idées, dans le fond, semblables, mais avec des nuances. Et moi, je pense qu'il faut vraiment aller au-dessus de ça. Il faut vraiment s'unir. Et si on voit l'allié comme un adversaire, c'est là que la gauche se trouve dans une situation extrêmement difficile. Et c'est une tendance naturelle, malheureusement, dans la gauche, et ça ne date pas d'hier, c'est depuis toujours, de se voir comme son propre adversaire. Mais ça, à mon avis, c'est extrêmement stérile et très dangereux, puis c'est un facteur ça nous empêche d'avancer, justement. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment faire des efforts pour rester unis de la part de tout le monde. Et là, je trouve que la gauche a tendance de tomber dans le piège de s'accuser mutuellement, de se lancer d'avoir des attitudes d'inquisiteurs parfois. Et moi, c'est quelque chose qui me déplaît, que je trouve dangereux. Et moi, je viens quand même du mouvement altermondialiste. Hein. Dans ce mouvement-là, on faisait confiance aux autres. Hein. Toi, tu t'occupes du racisme, moi, je m'occupe de l'environnement, et toi, tu t'occupes du libre-échange. On sait qu'on s'en va tous dans la même direction. Je te fais confiance, tu me fais confiance, puis on avance. Moi, je pense que c'est encore possible de revenir à ça. Mais vous avez l'impression que présentement, dans certains milieux progressistes, on est moins là-dedans. Ben, il y a des tensions. Je pense qu'il y a des tensions réelles. Là, tout le monde doit l'admettre. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Puis je pense que c'est un défi pour la gauche d'essayer de vaincre ces tensions, de faire des efforts finalement. C'est pas toujours facile, on le sait, des choses qui nous tiennent énormément à cœur. Donc de faire des efforts pour voir la lutte d'une façon plus globale puis d'avancer dans la même direction. Je lisais ces passages-là dans votre essai, Claude Vaillancourt, puis je me demandais si, parce que justement on est dans une époque post-néolibéraliste, donc une époque qui a de la difficulté à être circonscrite. Se pourrait-il que les identités de genre, entre autres, qui ont beaucoup émergé dans les milieux progressistes, c'est quelque chose de concret
qui fait en sorte qu'il y a des gens qui se disent moi, je pourrais pas changer le système. On est pris dans les algorithmes, justement. On est pris vraiment dans un capitalisme qui est diffus, qui est dématérialisé, puis que dans le fond, de militer pour les identités de genre, c'est quelque chose qui est palpable. Oui, ça c'est très clair. Et moi je pense que, et ça c'est bon aussi, qu'on puisse avancer dans des choses qui sont palpables. Puis aussi c'est intéressant d'obtenir des luttes qui détiennent des résultats. Comme moi je m'intéresse beaucoup à la question du lobbyisme, on en parlait tout à l'heure. C'est très difficile d'obtenir des résultats là-dessus. On a vraiment l'impression de s'attaquer à un géant et d'avoir des résultats là-dessus. On espère en obtenir parce qu'on le fait quand même. Faut pas lâcher. Mais on sait à quel point c'est difficile. Et moi ce que je trouve intéressant aussi dans cette bataille-là, pour toutes ces questions-là, c'est de voir à quel point ça soulève des objections très, très fortes de la droite. Totalement. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ces gens-là remportent des victoires. C'est quelque chose qui dérange. On le sent à quel point les avancées de tout ce mouvement-là est quelque chose qui les rend très, très inconfortables et même agressifs et vont faire qu'ils vont dépenser énormément d'énergie là-dessus. Est-ce que ça veut dire que le socle de cette droite-là est plus fragile qu'on pense? Allez voir réagir comme ça. Je dis pas qu'ils sont faciles à déstabiliser. Mais en même temps, oui, un peu. Oui, peut-être, c'est vrai, oui. Mais par contre, leur force, c'est d'avoir des tribunes très, très importantes. On l'a vu avec... rappelons... Et c'est ça le paradoxe aussi. Eux, ils se plaignent qu'ils n'ont pas, pas la capacité de s'exprimer, alors qu'ils ont énormément de tribunes. Oui, on l'a vu. Rappelons la dernière campagne électorale au provincial, quand Québec solidaire, peut-être maladroitement, a émis l'idée, maladroitement dans le choix du terme, de taxer les ultra-riches. Oui. On a déjà l'impression que ça va les suivre pendant 20 ans. Ah, c'est clair, oui. Là, on a trouvé des quelque médias, chose... entre autres, qui sont la courroie de transmission quand même des pouvoirs plus à droite. Et il y avait quelque chose d'impensable juste d'y réfléchir. Oui, tout à fait. Mais je pense que Québec solidaire a fait une erreur en émettant son seuil trop bas. Là. Je pense qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Mais enfin, personne n'est parfait. Mais c'est ça qu'on leur reproche. C'est même pas de discuter de la répartition fiscale. C'est juste d'avoir traité peut-être des gens d'ultra-riches. Moi, ça me fait capoter. Juste de voir la réaction épidermique. Oui, c'est vrai. Bon, l'extrême droite, vous l'abordez dans votre essai parce que s'il y a quelque chose qu'on sait de l'ère post-néolibérale, c'est que l'extrême droite va exister beaucoup plus médiatiquement, entre autres, qu'avant. Oui, ben, elle a le vent dans les voiles. Hein. Elle est partout, l'extrême droite. Partout, aussi bien dans des pays qui sont autoritaires, qui sont renforcés, comme la Chine et la Russie, on le voit. Mais en même temps, dans tous les pays européens, il y a un parti d'extrême droite. Il y en a même qui sont au pouvoir. Par exemple, en Italie, l'extrême droite a pris le pouvoir en Italie, a pris le pouvoir aux États-Unis pendant les années Trump. C'est clairement l'extrême droite. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est pas fini non plus. Et ici, quand même, c'est un discours qui fait des avancées aussi. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement inquiétant. Je pense qu'en tant que progressiste, il faut vraiment tenir ça à l'œil. Et ce qui est difficile avec l'extrême droite, c'est que ça nous oblige à reconstruire notre discours parce que c'est pas le même adversaire, c'est pas la même logique qui est derrière ça. C'est même plus une idéologie. Là. Souvent, c'est quelque chose comme on lutte contre des fausses nouvelles. En tout cas, c'est vraiment, il faut prendre la mesure de cet adversaire-là puis essayer de le comprendre puis trouver aussi qu'est-ce qu'on peut faire contre ça parce que c'est une montée qui est ici au Canada, au Québec, c'est pas si mal. Bon, on pense pas que ça n'a pas la même portée que dans d'autres pays. Pour l'instant, exactement. Il ne faut pas sous-estimer. Faut pas sous-estimer le discours d'extrême droite parce qu'il est vraiment décomplexé. Et d'ailleurs, vous donnez l'exemple de vous-même. Ça m'a amusé. Vous rappelez que dans le mouvement, dans les manifestations altermondialistes du début des années 2000, souvent, vous organisiez de fausses manifestations d'extrême droite, en fait. Et en France aussi, il y a eu ça. Oui, c'est ça. Et ces manifestations-là, maintenant, existent réellement à l'extrême droite. Oui, exactement. Des exemples? Ben oui, moi, j'ai été sidéré quand j'ai vu de loin une manifestation. C'était sur la rue Sainte-Catherine. Pendant la COVID? Pendant la COVID. Et là, je vois, c'est des percussions, de la musique. Je vois, et là, j'arrive, puis c'était des slogans pro-Trump, c'était des slogans paranoïaques. Sur l'OMS, sur Bill Gates. Et là, ça révèle quelque chose d'important, c'est que dans le fond, l'extrême droite va chercher
les victimes de la mondialisation. Ouais. C'est ça, les victimes du système, Ouais. les victimes du néolibéralisme. C'est eux qui vont chercher pour dire, regardez, là, ce système-là ne fonctionne pas et votez pour nous. Nous, on a les bons moyens pour finalement améliorer votre vie, améliorer votre existence. Mais Claude Vaillancourt, je pense que vous l'abordez dans votre essai. C'est pas un peu aussi la faillite des partis de gauche ou de centre-gauche des années 80-90 qui arrivaient au pouvoir ont un peu trahi leur valeur? Ah, tout à fait. Moi, je pense que le centre-gauche, en fait, doit vraiment faire un examen de conscience. Écoutez, tous les partis de centre-gauche qui ont été au pouvoir pendant ces années-là... Là, on peut parler de l'Occident. Oui, en Occident, c'est ça. Ils ont mené ils ont eu un programme néolibéral parfaitement clair, là, que ce soit Blair, même le Parti québécois ici, le Parti libéral avec ici. Lucien Bouchard, à partir de Lucien Bouchard, avec Pauline Marois. Oui, en France, Jospin. Donc, on voit à quel point c'était systématique. En Italie, c'est la même chose. On voit à quel point c'était systématique. Et c'est sûr qu'il y a un sentiment de trahison là-dedans. Écoutez, vous êtes supposé être progressiste, vous êtes supposé être préoccupé par le sort de l'ensemble des citoyens, mais qui vous défendez? La grande entreprise, le libre marché. Et là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, c'est sûr qu'il y a de la déception derrière ça. Il faut la comprendre. Il faut la comprendre, cette déception-là. Et vous avez l'impression que les gens qui votent pour l'extrême droite, il y a une grande part qui, naturellement, aurait dû voter pour des partis de gauche? Ah, c'est clair, c'est clair. Puis je ne suis pas seul à le penser. Par exemple, Trump, ça a été des temps très forts de sa campagne. Il s'est adressé aux victimes de l'ALENA, donc de l'accord de libre-échange, donc le Canada, États-Unis, Mexique. Et moi, en tant que militant contre le libre-échange, j'entendais le discours de Trump. J'ai l'impression de me faire voler mon discours. Et ces gens-là vont voter pour lui, pour ça. Et évidemment, est-ce que changer les choses? J'ai négocié un nouvel accord, mais qui était une copie carbone de l'ancien. Hein? C'est ça aussi, la rhétorique de l'extrême droite. On annonce des changements et finalement, on fait des changements, effectivement, mais qui sont en faveur de l'élite et non pas des gens qui ont voté pour elle. C'est ça aussi. Donc, il y a quelque chose il y a un truc derrière ça là, qui est grossier. Et vous dites que le gouvernement, les partis d'extrême droite, en fait, vous dites de faire attention de ne pas blâmer les gens qui supportent. Oui, c'est ça, effectivement. Mais il n'y a pas un petit côté... Il n'y a pas une petite condescendance de juste s'estimer que ces gens-là sont mal informés parce que peut-être pas assez éduqués et qui sont un peu manipulés par ces partis-là. Il n'y a pas vraiment là-dedans des gens qui sont simplement vraiment d'extrême droite et que les réseaux sociaux leur ont permis d'exister parce que ça a été un discours décomplexé? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est sûr. Dans l'extrême droite, il y a vraiment des gens qui ne sont pas vraiment convaincus que ça prend une figure autoritaire, que ça prend... Il faut discipliner les gens. Mais quand même, ce dont on parle, là, c'est l'impression de ne plus pouvoir se fier à une gauche qui n'a pas livré la marchandise. Le fait aussi d'écouter quand même des gens qui font des promesses, qui nous disent, regardez, on va avoir un meilleur avenir grâce à vous. Aussi, quand même, des explications, le fait de désigner un bouc émissaire. Hein, souvent, c'est des gens aussi qui n'ont pas toujours le temps de s'informer et qui reçoivent aussi une information qui va toujours dans le même sens. C'est comme matraqué. Je pense qu'être matraqué par un type d'information, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas un signe de manque d'intelligence, c'est un signe d'efficacité, surtout quand on a une vie, qu'on a de la misère à rejoindre les deux bouts. Tout à fait. Je ne vois pas qui on peut blâmer là, dans ce cas-là. Effectivement. Dans la troisième partie, ou juste avant la troisième partie du livre, vous dites que l'égoïsme de la classe dominante pendant la récession, là je vais vous citer, la richesse ostentatoire et les passe-droits d'une élite qui n'a pas de compte à rendre sont beaucoup moins acceptés par une importante partie de la population. Moi, je suis pas sûr de ça. Ouais. J'ai l'impression qu'au contraire... puis je suis en train de lire aussi un essai sur la pornographie des riches. C'est pas le bon terme, là. Faudrait que je le retrouve, là, mais qui, au contraire, ça aussi, ça s'est décomplexé, cet étalage de richesse. Mais vous avez l'impression quand même que ça passe moins que ça passait avant. J'ai l'impression, oui, parce que là, en fait, c'est que la richesse s'accumule tout le temps. Ça, les statistiques sont là pour Oxfam. Là, à chaque année, il sort son rapport. Ça va tout le temps dans un nombre. Oui, même, c'est ça, c'est admis. Dans quelle mesure on va continuer à accepter ça? C'est sûr qu'il n'y a pas cette réaction peut-être aussi forte que je le voudrais même, mais à un moment donné, c'est jouer avec le feu. Puis je ne suis pas tout seul à le dire. Là, Klaus Schwab, qui est quand même le directeur du Forum... C'est pas un militant d'extrême gauche. Non, c'est ça, du Forum économique mondial. Il sent, pour sa classe sociale, il parle le nom de sa classe
classe sociale, il sent un danger. Hein? Il dit, si on continue comme ça, ben, ça va se retourner contre nous, ça va se retourner contre le capitalisme, qui est important de continuer à défendre malgré tout. Alors, il commence à avoir peur. Oui, il commence à avoir peur. C'est ça. C'est toujours bonne nouvelle. C'est ça. Fait que tu vois, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Probablement les deux à la fois, c'est toujours ça. Mais vous rappelez aussi, bon, parce que il y a une partie du livre qui parle du capitalisme dématérialisé, du rôle des GAFAM, comment... et vous rejoignez aussi les propos de Mathieu Bellil, qui est chroniqueur à la balado, sur l'emprise culturelle, l'hégémonie culturelle des États-Unis, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, les États-Unis sont en perte de vitesse, que la Chine prend du galon. Mais vous le dites peut-être militairement, mais dans les faits, l'hégémonie culturelle américaine n'a jamais été aussi forte. Oui, exactement. Mais à l'ère néolibérale, l'hégémonie américaine, ça s'appuyait sur l'armée, l'économie. Donc la présence militaire partout dans le monde. Et la culture aussi, ces trois-là. Moi, je pense que les États-Unis se sont rendus compte que l'armée, finalement, la présence militaire, c'était quelque chose qui coûtait extrêmement cher et qui rapportait peu, finalement. Et ça, il y a des économistes qui vont dire, je cite l'économiste Galbraith, là, quand même, c'est plus payant de faire la guerre, finalement. À moins que ça soit comme en Ukraine. En Ukraine, ils ont reçu un beau cadeau. Là, ils peuvent faire la guerre par procuration et ils ne subissent pas les pertes que normalement une guerre va créer. Alors, pour eux, c'est ce qu'on appelle le soft power. Hein, c'est vraiment répandre la culture des États-Unis partout, qui est d'ailleurs, d'un point de vue économique, très, très rentable pour eux. Mais c'est beaucoup plus qu'économique parce que, dans le fond, c'est des valeurs qu'ils transmettent. C'est un système, c'est une façon de penser. On voit à quel point toute cette culture-là, au Québec, hein, ça imprègne nos cerveaux. On voit à quel point on est pris là-dedans, là, puis c'est très hégémonique comme culture. Et avec les GAFAM, ben, on a évidemment le fer de lance, là, on a les entreprises qui vont permettre de se diffuser toute cette culture-là à l'échelle mondiale, sans entrave, sans réglementation. Exactement. C'est vraiment, eux, c'est des entreprises qui sont nées à l'époque néolibérale, donc nées dans un contexte sans réglementation. Et là, essayent donc de réglementer quelque chose qui n'a jamais été réglementé. On se rend compte à quel point ça devient problématique, ça devient difficile. Et c'est des gens qui sont très actifs sur le plan du lobbying aussi. Tout à fait, oui. On n'en parle pas j'en parle pas dans le livre parce qu'on en a parlé tantôt avec Ababar, mais c'est aussi abordé dans votre livre. Bon, on arrive à la troisième partie. Qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, à partir de ce constat qui est quand même déprimant, mais... vous voyez, je ne sais pas si optimiste que ça. Non, mais vous dites quand même... vous dites le nouveau capitalisme, ou le post-néolibéralisme, comme il n'a pas de fonctionnement idéologique, pour l'instant, c'est un système creux. Qui n'a pas de principe directeur, et c'est peut-être là sa grande vulnérabilité. Je pense que c'est là, effectivement. Je pense que moi, quand je militais à l'époque néolibérale, je me rendais compte que c'était difficile de faire connaître nos idées à un élu, à un fonctionnaire. Ils étaient tellement endoctrinés que tout ce qu'on disait, c'était rejeté. Moi, je pense qu'actuellement, on sait qu'on a raison d'une certaine manière et les échecs de ce système-là font que ce qui avait aidé à soutenir d'un point de vue idéologique, c'est tombé. Donc, il y a une espèce de grand vide et c'est à ce moment-là qu'on a l'occasion de transmettre des idées nouvelles et qui peuvent être reçues beaucoup mieux qu'elles étaient auparavant. Puis je le sais, je le vois autour de moi, là, à quel point certaines personnalités publiques sont prêtes à admettre ces idées-là qu'avant étaient tout simplement rejetées sans même qu'on en parle, sans même qu'on en discute. Mais malheureusement, ça, c'est un changement quand même intéressant. Vous rappelez dans votre livre que les politiciens n'ont à peu près pas de pouvoir d'une certaine façon. Quand des entreprises, et pas juste à l'époque, moi je me rappelle, dans les années 90, c'était peut-être une ou deux entreprises qui avaient un PIB plus important que le Zimbabwe, par exemple. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. Il y a plusieurs entreprises qui ont un PIB qui est supérieur à en fait, des revenus supérieurs à beaucoup de pays. Oui, effectivement, j'en fais la liste là, dans le livre. Je ne sais pas par cœur, c'est quand même... Alors, les politiciens là-dedans deviennent, dans le fond, seulement des courroies de transmission. J'ai l'impression qu'avec les traités de libre-échange aussi, puis vous le rappelez, ils ont des tribunaux qui sont derrière des portes closes, qui sont supranationaux. Jusqu'à quel point qu'on peut changer les choses via la courroie politique.
Oui, bien ça, au niveau du libre-échange aussi, le libre-échange, ça a été quelque chose qui a été mis de l'avant pendant la période néolibérale. C'est beaucoup remis en cause. Et ces tribunaux-là, en particulier, sont remis en cause. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir réussir à les éliminer. Il y a vraiment une tendance qui est quand même assez importante là-dedans, qui date de plusieurs années, mais on dirait plus maintenant. Mais pour moi, le grand problème, actuellement, c'est le problème du lobbying. On en parlait. Donc, ça fait que les entreprises ont, mais on en parlait tout à l'heure, hein, c'est cette espèce de pouvoir obscur, c'est comme ça qu'on a intitulé notre numéro. Puis en passant, il y a une journée d'études samedi le 1er avril organisée par Attaque Québec qui va parler de ce problème-là toute la journée. Et Louis Robert est une des personnes invitées, entre autres. Là, ça va être des panels très, très intéressants. J'invite vos auditeurs à venir. Donc, c'est ça, c'est un problème. Ça va à Montréal? Oui, c'est ça. C'est à Montréal. C'est en fait dans l'édifice de la CSN, samedi 1er avril, toute la journée. C'est pas un poisson, là? Non, c'est pas un poisson. C'est sérieux. Donc, si vous allez sur le site... Les poissons, c'est nous, en fait. C'est ça, exactement. Face au lobbyisme. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Le lobbying est très important. Comment on fait pour s'immiscer là-dedans et que les choses changent? Ben moi, j'ai l'impression que ce qui va se passer dans les prochaines années, là, c'est une lutte entre trois forces. D'abord, l'extrême droite, ça c'est sûr, ça on a beaucoup parlé. Les lobbyistes, eux, ce qu'ils veulent, c'est maintenir le système parce que le système actuellement, il est très, très bon pour les entreprises. Il leur permet de réaliser des profits énormes avec une réglementation qui est assez restreinte finalement, même si on essaie de la rendre plus sévère. Et il y a le mouvement social derrière ça. Mais là, on le voit, le mouvement social, il est très, très actif. Regardez ce qui se passe en France, en Iran, dans de nombreux pays. Avant la COVID, on avait fait le recensement de tout ce qui se passait dans le monde, là, les populations qui étaient dans la rue puis qui voulaient des changements, ça a été calmé pendant tout le temps. Et là, ça recommence. Ça recommence. Mais c'est pas juste les gens dans la rue aussi, c'est toutes sortes de projets nouveaux que les gens peuvent mettre en place en termes d'économie sociale, en termes de coopérative, en termes de projets environnementalistes aussi sur une échelle locale. Donc, si on additionne tout ça, une espèce de mécontentement généralisé, plus la réalisation de toutes sortes de projets, ben là, à mon avis, il y a quand même des bonnes possibilités d'avancer. On n'est pas encore rendu à renverser le régime, là, c'est sûr, mais il faut y aller un pas à la fois. Et c'est pour ça que je ne me considère pas non plus comme totalement pessimiste. Je ne me considère pas comme optimiste non plus, mais je regarde les choses et ce que je me dis, c'est qu'il existe bel et bien des possibilités maintenant, des possibilités qui sont même meilleures d'une certaine manière qu'à l'époque néolibérale, mais avec peut-être aussi des adversaires qui sont pires. Donc voilà. Ben, Claude Vaillancourt, merci de nous vous présenter ce dernier essai, La fin du néolibéralisme, donc publié chez Éco-Société, disponible dans toute librairie indépendante. Puis merci, belle rencontre, je suis content de vous avoir rencontré. Oui, merci beaucoup, ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est un naturel de vous inviter à la balado, je pense. Merci. Ben, c'est moi qui te remercie. Au revoir. Au revoir. Bon, alors, on va faire le point sur un conflit de travail. On fait pas ça souvent à la balado, mais là, on va le faire parce que ça concerne beaucoup de gens qui viennent à la balado nous partager leur savoir. Louis-Philippe Lampron, bonjour. Bonjour, Fred Savard. Vous êtes venu l'an dernier. Oui. Parler d'un livre que vous aviez écrit sur le droit, si ma mémoire est bonne. Oui, les chartes des droits et libertés. Voilà. Et là, vous êtes beaucoup dans mes fils de réseaux sociaux parce que vous êtes prof à l'Université Laval et là, il y a un conflit. Vous êtes président, en fait, du syndicat des profs de l'Université Laval et il y a une grève. Oui, il y a une grève, il y a un conflit de travail, la négociation, donc on en parle à l'Université Laval depuis le 27 mai 2022, puis ça va en crescendo en quelque sorte, là, et le conflit de travail dure depuis le 20 février dernier. Ouais. Et là, je trouve ça intéressant que vous veniez faire le point. Évidemment, là, il n'y aura pas de contrepartie patronale à la balado, là. J'avoue mes couleurs. Mais c'est qu'on parle tellement de liberté académique chez les chroniqueurs, on parle tellement de la possibilité de dire les mots qu'on veut, et quand il arrive des conflits de travail dans une université où on est en plein cœur, d'une certaine façon, avec cette idée de liberté académique, là, soudainement, évidemment, je ne dis pas que les grands médias n'en parlent pas, mais on en parle moins un peu. Ça défraie moins la manchette. Alors, je trouvais important que la balado puisse donner du temps pour ce qui se passe à l'Université Laval. Alors, peut-être nous expliquer un peu, parce que j'en ai pas parlé encore, nous expliquer un peu
l'histoire, en fait, de ce conflit-là? Ben, c'est pas une négociation comme les autres, non seulement à cause de la mobilisation historique des collègues, on pourra y revenir, mais c'est vraiment à cause de la COVID-19. Nous, notre convention collective, là, sur le fond, elle aurait dû faire l'objet de négociations en 2019, justement. Ouais. Les comités de négociation avaient été formés, bon, voilà. Mais il est arrivé quelque chose qui s'appelle la crise de la COVID-19, voilà. Et donc, rapidement, on s'est rendu compte que le fruit était pas mûr, là. Il fallait qu'on trouve une manière de traverser la crise du côté patronal comme du côté des professeurs, là, trouver les moyens de garder l'université à flot. Et donc, on s'est entendu pour suspendre les négociations le temps de passer au travers de la crise. Bon. Mais dans la lettre d'entente, nous, ce sur quoi on s'est entendu, c'était de dire, bien sûr, là, que dès qu'on allait être en mesure de reprendre les négociations, considérant le fait qu'il y avait des problèmes importants là, dont on devait discuter, ben, on allait reprendre les négociations. Alors, nous, on était prêts, on a fait nos devoirs quand la COVID nous a sacré une petite patience et donc, on a soumis les documents, on a formé notre comité de négo et on était prêt à négocier le 27 mai 2022. Puis la stratégie qu'on a déployée, considérant la nature des problèmes auquel on s'attaque, là, c'était de rendre notre cahier des revendications public. Donc, pas seulement le transmettre à l'employeur, mais d'en informer les membres et la communauté universitaire dès le 27 mai 2022. Et ce qu'on espérait, c'était que, se saisissant de ces problèmes-là, la direction de l'université allait faire, réunissons un comité de négo puis commençons à négocier l'été, alors que tout le monde a le temps de le faire. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé, puis ça a été caractéristique là, de la posture de la direction de l'Université Laval là, depuis le début des négociations. Ils ont attendu jusqu'au 28 septembre, en fait, avant de consentir à une première rencontre de négociation. Et donc, à plusieurs moments... À la rentrée. Oui, après la rentrée. Après la rentrée, oui, c'est ça. La lettre d'entente, quand on avait suspendu les négociations, là, ça prévoyait que on devait recommencer les négociations au plus tard le 1er septembre. Dans le au plus tard, ça laissait vraiment entendre que si on peut le faire avant, on va le faire avant. Bon, en tout cas, alors le 28 septembre, première rencontre de négociation. Et là, l'autre chose qui est un peu étonnante, c'est que l'Université Laval s'est tournée, et ça c'est en rupture avec l'approche qui caractérisait les négociations, vers un avocat de pratique privée. Spécialiste de la négociation, pour diriger le comité patronal, mais cet avocat de pratique privée-là, qui mène les négociations pour l'Université Laval, n'a pas d'expérience de la réalité, la collégialité universitaire. Exactement. Il n'avait jamais négocié à l'université. Et c'est le choix qui a été fait par notre direction. Alors, ça mettait quand même là, la table. Et encore une fois, là, c'était manifestement stratégique. Là, l'université a vraiment tardé. On n'a pas été en mesure, même si notre comité de négo a proposé là, une série de dates, c'était presque tous les jours ou à peu près, pour pouvoir, à partir du 28 septembre, négocier de manière rapide. Là. On n'a pas été capable d'avoir plus que 8 rencontres de négociation avant le 20 janvier. Bon. Alors là, le 20 janvier... Attendez, Philippe Lampron, évidemment, moi non plus, je ne suis pas familier avec les processus de négociation, de convention collective en milieu universitaire, mais normalement, ça prend combien? Il y a déjà eu des conflits, il y a déjà eu des négociations par le passé à l'Université Laval. Comment ça prendre en compte pour en venir idéalement à un terrain d'entente? Ben voilà, la question est très, très bonne. C'est-à-dire que tout dépend de l'ampleur des négociations. Par moment, quand les revendications sont assez, c'est-à-dire on peut avoir une convention mature, puis on s'entend sur des éléments qui sont de... S'il n'y avait eu que le salaire, par exemple, ben, je veux dire, ça peut ne pas prendre beaucoup de rencontres de négociation avant de constater un fossé. Mais quand on a vraiment un cahier des revendications, puis il est disponible là, sur notre site web, il est en ligne depuis le 27 mai, là, de la nature des problèmes auxquels on voulait s'attaquer, là, c'est sûr qu'on a besoin du temps nécessaire pour être capable d'exposer des arguments, des données, puis de trouver des solutions. Alors, je veux dire, l'autre chose qui est problématique, c'est qu'on voit que dans le secteur public, dans le milieu universitaire, c'est comme si on avait pris l'habitude, en fait, de laisser échoir les conventions collectives, puis c'était normal, en fait, que de négocier à partir de l'échéance de la convention collective. Et il n'est pas rare, en tout cas à l'université, c'est le cas, que les conventions collectives soient négociées 2-3 ans après l'échéance. Et ça avantage clairement la partie patronale, ne serait-ce qu'au niveau salarial, parce que quand on a fini par négocier 3 ans après, ben là, soudainement, les budgets sont épuisés, puis on peut pas vous donner d'augmentation salariale rétroactive. On est vraiment désolé, il aurait fallu qu'on négocie avant. Alors, c'est ça qu'on voulait éviter. Nous, on a mis nos couleurs, on a vraiment mis la table de notre côté en disant, écoutez, les problèmes sont importants, c'est pas une négociation comme les autres, il faut qu'on négocie rapidement, en fait, parce que c'est vraiment des problèmes qui affectent la capacité du corps professoral à réaliser la mission d'intérêt public de l'université. Bon, alors, vous dites que vous avez mis à la disponibilité du public le cahier de charge de vos revendications. J'imagine que c'est aussi pour répondre à une critique que vous faites
parce que je me suis préparé... De transparence. De transparence, c'est ça. Et ça semble être un enjeu important, ça, à l'Université Laval. Ben, c'est un enjeu très important, puis plus on négocie, plus on se rend compte que l'enjeu est important, en fait. C'est-à-dire qu'un des enjeux qu'il y a derrière la collégialité universitaire, ça, c'est une bébite particulière là, qui caractérise justement les universités. C'est-à-dire que, par exemple, notre dirigeante, là, la rectrice de l'Université Laval, elle est rectrice... Qui est Sophie Damour. Oui, c'est ça, voilà. Là, c'est ça. Oui, exactement. Oui. Alors, Sophie Damour, elle est rectrice. Elle entame un deuxième mandat de 5 ans là, récemment, l'an dernier. Elle est rectrice parce qu'elle est professeure. Oui. Et donc, en principe, là, de l'idée de collégialité, il y a une circularité, là, une circulation du leadership. Elle devrait aspirer à redevenir professeure. Donc, c'est l'avantage, un des avantages de la collégialité, c'est qu'on met des professeurs dans les postes de direction parce qu'en principe, comme ça fait pas très longtemps qu'ils ont cessé d'être professeurs, ben ils sont ancrés dans ce dont on a besoin à l'Université Laval pour être capable de... Ils devraient être sensibles, en tout cas, en principe. Voilà, mais je veux dire, le conflit de travail qu'on vit à l'Université Laval, ça s'inscrit dans une transformation là qui n'a pas cours qu'à l'Université Laval, où de plus en plus, malheureusement, on transforme les universités davantage dans la structure de gouvernance et de direction en entreprise. Donc, c'est très, très vertical. Puis, une des grosses revendications qu'on a, justement, c'est que la direction reconnaisse que dans une institution collégiale, dans une institution universitaire, ben, les dirigeants doivent être tenus à des standards de transparence parce qu'on veut pas revivre ce qui s'est passé dans d'autres universités. Par exemple, à l'université de Sudbury, à la Laurentienne, où, à cause de l'opacité là qui permettait au conseil d'administration de prendre des décisions problématiques, ben, quand la communauté universitaire a été consciente du fait que l'université était en faillite, il était trop tard. Et ça a mené à des congédiements massifs de collègues, à la perte de programmes, notamment francophones. C'est une vraie catastrophe. Ben oui. Alors ça, c'est vraiment une des grandes revendications qu'on a. Et quand je vous dis que plus on négocie, plus on se rend compte qu'il y a des problèmes de transparence, c'est qu'on a mis un comité d'experts sur le dossier. Parce que dans toute négociation, là, l'employeur, quand on demande notamment, on veut embaucher plus de collègues, puis on veut avoir des augmentations salariales qui permettent l'amorce d'un rattrapage salarial, la posture de l'employeur, puis on la comprend, ça fait partie du jeu, c'est de dire, je voudrais bien, vous êtes bien gentil, mais on n'a pas la capacité de payer, fiez-vous sur nous, on n'a pas d'argent. Alors nous, une prof d'université, fait qu'on s'est tourné vers nos experts, puis ils ont épluché les états financiers de l'Université Laval. Donc, des gens de département d'économie, département de... Économie, administration, comptabilité. En fait, là, on a notre comité d'appui à la rémunération. Il y en a à l'Université Laval. Quelques-uns. Ils sont bons, en plus. Alors, ce comité-là a épluché les états financiers. Puis ce qu'on réalise, en fait, c'est que depuis, entre 2018 et 2022, l'Université Laval a dégagé annuellement des surplus financiers de 50 millions de dollars. Wow. Puis là, par la suite, là, il y a des jeux comptables. 50 millions. 50 millions de dollars. Au total, là, en 2018 et 2022, c'est 257 millions de dollars cumulés. Alors, écoutez, il y a des choix budgétaires qui sont faits du côté de la direction de l'administration d'Amour. Et ce qu'on affirme, c'est de dire, à la lumière des problèmes auxquels on est confronté, on vous invite fortement à faire d'autres choix. Mais on se fait pas répondre des choses très, très claires. On ne sait pas à quoi cet argent-là a été engagé. Là. Il a été transféré du fonds de fonctionnement vers les fonds d'immobilisation. Et c'est très difficile d'obtenir des réponses, sauf, fiez-vous sur nous, on n'a pas la capacité de répondre à vos demandes. Alors, la transparence, Louis-Philippe Lampron, la transparence, j'y reviens, ça a été un enjeu parce que je me suis rappelé en préparant l'entrevue qu'il y avait eu quand même, là vous parlez de l'Université de Sudbury, mais même à l'Université Laval, il y a eu un... Est-ce que le mot scandale est peut-être trop fort, mais avec le projet Laurentia, entre autres? Avec le projet Laurentia, il y avait eu une entente aussi là qui avait fait couler beaucoup d'encre et la réponse de la direction de l'Université Laval avait été de dire « Vous nous avez mal compris, les mots qui étaient dans l'entente n'étaient pas véritablement les mots qui auraient dû se retrouver, là, c'était une erreur de copier-coller. » Je caricature à peine, mais c'était vraiment la réponse de la direction. C'était une entente secrète avec le Port de Québec. Elle était secrète parce que dans l'entente qui avait fuité dans les médias, pour obtenir le financement de certaines, là j'ai pas le détail avec moi, là, mais la condition qui avait été fixée par le Port de Québec, c'était justement de ne pas diffuser, de ne pas rendre public cette entente-là entre le Port de Québec et l'Université Laval. Et ça c'est plus que problématique. Oui, parce que là, ça ouvre la porte à ce qu'on a toujours peur, c'est-à-dire que l'université devienne une organisation au service de l'entreprise privée. Et on peut pas accepter ça, là. On ne peut pas accepter ça parce que on parle beaucoup là, de la mission d'intérêt public de l'université. Puis que l'université, au-delà des mots creux là, qu'on met dans des plans d'action puis qui peuvent ne vouloir rien dire, pourquoi est-ce qu'on dit que l'université appartient à l'ensemble de la population? Puis l'université, ça ne sert pas qu'à former des étudiants, celles et ceux qui viennent au baccalauréat, au certificat, au cycle supérieur. Mais c'est parce qu'il y a la recherche qui est au cœur de ce qu'on fait à l'université. Puis pour
pour maintenir la confiance de la population envers ce qui se fait à l'université en enseignement comme en recherche, ça prend des murs de Chine qui sont très, très, très fermes, en fait. Puis, dans le cas de partenariat avec des entreprises privées, il peut tout à fait y avoir des partenariats entre le secteur universitaire et des entreprises privées, en autant justement que l'université n'accepte pas de conditions qui, justement, pourraient la placer à risque d'affecter la confiance de la population envers l'indépendance de ce qui se fait à l'intérieur de l'université. On n'est pas là pour rendre des services à des entreprises privées. On est là pour diffuser largement les résultats de la recherche autonome, libre et indépendante pour l'ensemble de la population. Là, on se parle, vous êtes à Québec, vous êtes retourné à Québec, on aurait pu se croiser lundi, ça n'a pas fonctionné. Bon, vous étiez à Montréal lundi, pour une raison particulière, on peut peut-être la dire. Oui, très particulière, en fait. C'est-à-dire que là, je le disais, le conflit de travail, ça a été en étapes. C'est-à-dire que le 20 janvier dernier, nous, on a voté un premier mandat de grève. L'objectif était d'affirmer à la direction qui semblait douter de la mobilisation des collègues, que les collègues étaient largement derrière l'exécutif et le comité de négociation. Puis ça a été un franc succès, 632. Ouais, 632 collègues qui se présentent sur 1200. C'était déjà qu'on est plus que 50%, c'est un record de participation. Et ils votent pour le mandat de grève à 96%, avec un délai d'1 mois. En tout cas, bon, peu importe. Donc, finalement, on non, mais c'est quand même clair. Le message est clair. Là. On peut pas dire qu'il y a ambiguïté. Non. On est d'accord. Puis c'est pas un truc de sciences sociales non plus. Là. Des fois, là, on a l'impression qu'il y a une espèce de désaccord dans la communauté universitaire entre peut-être des sciences comme génie ou médecine versus sociologie. Écoutez, on a eu une autre assemblée générale le 2 mars. Cette fois-là, ils étaient 859 collègues. Puis ils ont voté pour une grève générale illimitée à 94,5%. Alors l'adhésion, là, elle est non seulement historique, mais elle continue de s'accroître. Et donc, vendredi dernier, le conciliateur qui nous accompagne à la demande de la partie patronale à la table de négociation depuis le 20 janvier dernier, il constate que sur ce qui reste à la table, le fossé est trop profond et donc il suspend les négociations. On est en plein cœur d'une grève générale illimitée. Moi, j'ai interpellé directement la rectrice à 2 reprises depuis les dernières semaines pour qu'elle s'implique dans le dossier, qu'elle m'appelle ou que sais-je encore pour qu'on trouve une solution négociée qui va nous permettre de reprendre le travail avec des fins de non-recevoir. Et là, on apprend que la rectrice, bon, on le savait déjà, mais ce qui est étonnant, c'est que avec la suspension des négociations, grève générale illimitée, le feu est pris à l'Université Laval. Elle va maintenir une conférence qu'elle donnait devant le Cercle canadien de Montréal, donc un parterre de gens d'affaires, où elle va parler de sa vision de la transformation des universités. Je veux dire, c'est fort le café. Là. Alors, c'est la raison pour laquelle, on a dénoncé ça, puis qu'on a organisé là en catastrophe une contre-conférence. On a fait ça dans le parc, juste à côté de l'hôtel Sheraton où la rectrice donnait sa conférence, où on exposait justement là, la vision qui était portée largement par le corps professoral et même la communauté universitaire, en fait, en lien avec la collégialité, la transparence, puis surtout d'offrir au corps professoral puis aux membres de la communauté universitaire les conditions nécessaires pour être capable de la réaliser, la mission d'intérêt public de l'université. Avec les étudiants, comment ça se passe? Avec les associations étudiantes, est-ce qu'il y a une solidarité de ce côté-là aussi? Et même à Québec même, comment ce conflit-là est vécu? Ben, encore une fois, c'est ça, c'est la carte de la transparence qu'on joue. Nous, quand on s'est rendu compte que les négociations, là, ça s'enlignait peut-être pour un conflit de travail, là, le 20 décembre, on s'est mis à multiplier les interventions vers les étudiantes et les étudiants pour leur expliquer pourquoi, selon nous, les problèmes qu'il faut régler, là, ça a un impact direct sur leurs conditions d'apprentissage et de réussite. Il y a 4 piliers, là, je vais vite, là, surcharge de travail, la question du rattrapage salarial, la question de la collégialité universitaire, de la transparence et de la liberté universitaire. Puis on veut aussi trouver des manières de renforcer les dispositions de la Convention collective qui protègent les collègues vulnérables et précaires. Alors ça, c'est les 4 grands piliers, les 4 problèmes. Bon, alors depuis, on a même depuis le début de la grève, donc depuis le 20 février dernier, on a des associations étudiantes qui votent de plus en plus nombreuses par ailleurs là, des motions d'appui aux revendications qui sont mises de l'avant par les professeurs. On a même des associations, pas plus tard qu'hier, l'association des étudiants au cycle supérieur, l'AELIS, a voté une levée de cours pour participer à une manifestation avec le syndicat. On a eu des prises de parole conjointes, le professeur-étudiant sur le campus de l'Université Laval. On était plus de 800 hier à marcher, faire un grand tintamarre
dans les pavillons. Alors, si c'était pas aussi dramatique à quelque part pour elles et eux, parce qu'il y a des sacrifices importants qui sont consentis par les professeurs dans le cadre de cette grève-là. Là, il y a des annulations, il y a des projets de recherche là, qui sont suspendus, des conférences, etc. Mais les étudiantes et les étudiants, ben, c'est leur session là, qui est sur la ligne. Et malgré tout, ils viennent continuer à nous appuyer, puis ils envoient le message à l'administration qu'il faut trouver une solution. Fait que ça nous va droit au cœur, là, mais ça montre bien que c'est vraiment deux visions de l'université qui s'opposent à travers ce conflit de travail-là. Alors ça, c'est pour les étudiants. Oui, et du côté du... Oui, allez-y, continuez, excusez-moi, oui. Oui, ben pour Québec, en fait, c'est qu'on s'est rendu devant l'Assemblée nationale mercredi dernier, puis là, on a eu la chance, en fait, là, d'avoir tous les représentants des partis d'opposition responsables de l'enseignement supérieur, donc Marois Risky pour le PLQ, on a eu Alexandre Leduc pour QS, et donc c'était Pascal Bédard qui aurait dû être avec nous, mais là, c'était le lendemain de la tragédie d'Amqui, c'est Joël Arsenault qui est venu prendre la parole, et c'était une affirmation là, de solidarité de ces députés-là envers les revendications, puis justement l'importance d'obtenir les conditions nécessaires à la réalisation de la mission publique de l'Université Laval, mais des universités au sens large aussi. Et le gouvernement, de son côté, le gouvernement, comment il réagit? Ben écoutez, le gouvernement, on a été faire un tour vendredi au bureau de la ministre de l'Enseignement supérieur, le vendredi de la première semaine de grève. C'est Pascal Derry? Pascal Derry, tout à fait. Dans la foulée de notre manifestation, mercredi de la semaine dernière, la ministre Derry a été interpellée par des journalistes, puis elle a dit que ce qu'elle souhaitait, évidemment, c'était que la session ne soit pas prolongée. Oui, c'est la fixation des gouvernements, là, tout le temps, quand il y a des conflits. Oui, c'est ça. C'est ça, évidemment, parce qu'il y a toute la question, en plus, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est que ça peut retarder les stages, ça peut retarder la diplomation. Et ça ralentit les gens à accéder au plateau des 50 000 $, comme Éric Girard l'a dit, pour avoir une meilleure baisse d'impôts. Il ne faut quand même pas l'oublier. Là. Mais il n'a pas dit ça pour vrai. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. J'aurais besoin d'avoir... Il paraît qu'il a dit ça à Ici Québec, donc en entrevue à Radio-Canada Québec. Il aurait dit que ça pourrait être une motivation pour les gens d'accéder au plateau des 50 000 $ pour avoir une meilleure baisse d'impôts, parce qu'on le sait, les pauvres, c'est dans la tête. Hein? C'est une disposition d'esprit, oui, c'est ça. Quand on veut, on peut, et cette sorte de choses. Il suffit de se retrouver. Voilà. Écoutez, je vais chercher cette... si c'est vrai, c'est vraiment sidérant. Oui. Alors, l'autre chose aussi qui est particulière et qui fait en sorte qu'on a l'appui de beaucoup d'associations de professeurs partout à travers le Québec et le Canada, c'est que, je le disais, là, on est dans un contexte très particulier où il y a un durcissement, en fait, des rapports entre les directions d'université et les professeurs. Ils tentent de reléguer les professeurs au rang de simples exécutants quelque part. Et donc, c'est vraiment une verticalisation. C'est-à-dire que si on est comme dans une entreprise normale, ben, évidemment, la rectrice, c'est la patronne, puis la patronne, ben, elle décide comment ça va fonctionner, puis nous, ben, on exécute. Or, à l'université, ce serait non seulement contre-productif, mais ce serait même problématique sur la capacité, justement, de réaliser la mission d'intérêt public de l'université et de maintenir la confiance de la population envers ce qui se fait à l'université. Il faut que ça passe par celles et ceux qui sont sur la première ligne, qui ont l'expertise en génie dans tous les domaines du savoir, d'être capable de déterminer les grandes orientations de l'université. Il faut vraiment être capable de courir en avant, puis et même le caractère attractif d'une université pour que les entreprises privées souhaitent continuer à faire des partenariats avec elles, ça passe par cette autonomie et cette indépendance-là, parce que à un certain moment donné, ça va se savoir là, que ce qui se fait à l'université, c'est moins crédible, et donc ça va même être moins attractif de se joindre à une université qui aurait fait des compromis inacceptables sur ce que ça prend pour maintenir le statut et le prestige d'un établissement d'enseignement supérieur de l'envergure de l'Université Laval. Alors, on a beaucoup de syndicats qui sont en négociation en même temps au Québec, justement à cause de la COVID-19. Je pense qu'on est à 10 syndicats en négociation dans l'état actuel des choses. Alors, on a l'appui de la Fédération québécoise des professeurs d'université, de l'Association canadienne des professeurs d'université, beaucoup d'appui pendant nos activités de grève. Là, on a plusieurs collègues qui viennent manifester vocalement leur appui. Là, puis voilà, donc écoutez, on continue, mais moi, ce qui est vraiment très malgré le caractère difficile d'un conflit de travail qui se prolonge, on en est à la 4e semaine. Ça fait plus d'1 mois qu'on a amorcé la grève à l'Université Laval, alors que le dernier conflit de travail en 2008 avait duré 3 jours. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial ce qui se passe à l'Université Laval. Mais ce qui est très spécial, presque émouvant, c'est la force de la mobilisation
des collègues et je dirais même au sens large de la communauté universitaire. Ça nous incite vraiment là, à pas lâcher. Louis-Philippe Lampron, merci d'avoir fait le point sur le côté syndical de ce conflit-là. Vous êtes un ami de la balado, hein, on peut dire ça. Vous êtes déjà venu au moins une fois. Alors, voilà. Puis on va suivre ça grâce à vous. On est un peu plus au fait, puis on va suivre ça évidemment. Puis on aura peut-être l'occasion de se reparler si ça dégénère ou si ça se règle. Voilà, dans les deux cas. Mais écoutez, merci de l'invitation. Très apprécié. Merci, salut. Bye. Alors voilà ce qui conclut ce 24e épisode de la balado. Très heureux d'avoir renoué avec le billet éditorial. Je pense qu'il va en avoir d'autres. Vous voyez, c'est la différence hein, quand on peut se consacrer à 100% à ce beau projet. J'ai terminé mes tournages pour cette année-là. L'émission ne reviendra plus, d'ailleurs. Je pense que déjà été annoncé. Sinon, vous la prenez ici. Mais voilà. Et je dis pas que j'aurai pas d'autres projets qui vont s'ajouter, mais là, j'avoue que, évidemment, c'est stressant parce que financièrement, j'y suis presque, mais il va falloir que je sois créatif. Mais, mon Dieu, je suis content de pouvoir m'y consacrer, mettre toute l'énergie que je peux et ça ne fait que commencer, en tout cas pour ce qui reste de la saison 5 qui va nous apporter loin cet été. Donc, voilà. Bon, ça brasse en France, vous le savez comme moi. J'aimerais beaucoup, beaucoup trouver une antenne française. Donc, je vous demande de regarder dans vos réseaux. Évidemment, vous le savez, à la balado, on cherche une parole un peu plus citoyenne. J'ai pas besoin d'avoir l'opinion ou un reportage de journaliste parce que les autres médias, les grands médias vont le faire. Alors, je vais pas le faire mieux qu'eux. Mais j'aimerais avoir, un peu comme on l'a fait avec le Chili, on l'a fait avec la Colombie aussi l'an dernier. J'aimerais avoir une antenne qui nous parle de ce qui se passe en France présentement pour qu'on puisse comprendre dans les subtilités et qu'on sorte un peu des grands... de la couverture habituelle. Alors voilà, souvent la communauté, vous avez été les premiers à me suggérer des gens par le passé, fait que je commence par vous pour vous demander de voir dans vos réseaux si vous connaissez quelqu'un qui est en France et qui peut nous expliquer ce qui se passe, les enjeux les enjeux profonds, en fait, de ces manifestations et de cette réforme des retraites, entre autres, parce que je pense qu'il y a autre chose, en fait. Voilà. Autre message d'intérêt public. Ça fait plusieurs mois que je réfléchis aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que comment je fais, en fait, pour maximiser la présence de la balado sur les médias sociaux? Puis là, il y a quelqu'un qui m'a suggéré et là, je tente le terrain avec vous, encore une fois, pour activer vos réseaux. Peut-être aller me chercher quelqu'un qui me donnerait un coup de main. Évidemment, mes budgets sont à peu près inexistants dans un contexte où je veux vivre de ce projet-là. Je ne peux pas, malheureusement, multiplier les cachets que je verse. Déjà que je veux absolument que les chroniqueurs soient payés. Ils le sont. Puis je veux éventuellement même bonifier les cachets. Donc, mais peut-être quelqu'un qui est sous forme de stage, qui viendrait me concocter une stratégie. Je ne lui demande pas de s'occuper des réseaux sociaux pendant des semaines et des semaines. Ça, je peux en faire une grande partie, mais de réfléchir, d'avoir quelqu'un qui a un regard neuf, donc idéalement jeune aussi, quelqu'un qui est jeune, qui sort d'une école et qui aurait une vision, en tout cas, comment je pourrais maximiser l'exposure que les réseaux sociaux pourraient m'accorder. Je sais que je dirais pas que c'est une science, mais c'est quand même, c'est pas, bon, il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on peut faire intelligentes qui vont maximiser la présence de la balado sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'aller chercher les publics qui ne connaissent pas encore la balado et qui pourraient l'aimer et, dans un monde idéal, la supporter, mais surtout qui pourraient l'écouter et qui pourraient nourrir cette communauté-là. Alors, je vous demande de regarder autour de vous si vous connaissez des jeunes étudiants et étudiantes qui sortent des écoles en web, en intégration web, en stratégie web et qui auraient envie de me donner un coup de main et qui en feraient peut-être un projet de fin de session. Stratégie web pour redynamiser les réseaux sociaux de la balado de Fred Savard. Je lance l'appel comme ça. Vous pouvez m'écrire évidemment sur la page Facebook de la balado, sur le compte Instagram de la balado. Vous voyez, hein, les réseaux sociaux, il y en a. Pas encore TikTok, mais des fois je me disais peut-être que je pourrais aller sur TikTok et aller me faire espionner par les Chinois, mais aller chercher un nouveau public aussi. Donc voilà, je réfléchis à tout ça. Vous pouvez m'écrire sur ces réseaux sociaux-là et sur le Fred Savard, voyons, en fait, c'est balado
fredsavard@gmail.com. Voilà. On termine en musique. Vous savez comme j'aime terminer en musique. La semaine dernière, on a terminé avec Autre chose. J'ai eu plusieurs commentaires de gens qui me rappelaient que Autre chose a eu une nouvelle réincarnation en 2005 avec de jeunes musiciens. Je pense que Fred Fortin était là-dedans. Vincent Pic de Groovy Hard Rock était là-dedans aussi. Et c'est vrai. Et je me rappelle très bien de ce projet-là. Ils avaient fait des shows au Francophonie, au Spectrum, si ma mémoire est bonne, ou au Métropolis, mais je pense au Spectrum. Et j'avais pris plaisir, je l'avoue, à écouter les albums originaux. Et là, c'est drôle parce que juste avant de partir pour la Gaspésie, la veille, on est parti un dimanche, c'était le samedi soir, moi et mon amoureuse, on est allé voir un spectacle au Faux-Phone électrique. Ça faisait des années que je n'étais pas allé au Faux-Phone électrique. C'est vraiment rendu une trappe à touristes, on va se le dire. Petite anecdote, j'ai commandé ce que je croyais être une eau pétillante. Et la serveuse m'a dit non, c'est une bière alcoolisée. Je disais non, je bois plus. Puis là, elle m'a dit non, mais il faut que tu payes parce qu'elle est poinçonnée puis tu n'as pas le choix. Fait que c'était vraiment très poche business. Et je sais que c'est plus une coopérative et que ça appartient sûrement à un fonds immobilier, un fonds de gestion qui ont 14 autres bars comme ça. Mais ça faisait, je pense, depuis les années 90 que je n'étais pas allé au Faux-Phone électrique. Et bof, je peux pas dire. Ils ont changé aussi. Les choses changent, hein, Caroline. On était-tu bien les années 90? Non. Mais disons que ce petit côté-là, Hawaii paye, puis je m'en fous que tu boives ou non. Je trouve ça ordinaire dans un environnement supposément punk. Mais on allait voir Octoplot, qui fêtait ses 10 ans. Je suis resté un peu sur ma faim du spectacle. J'ai pour la première fois vu Fuck Tout, qui m'ont un peu laissé sur ma faim aussi, mais j'ai découvert le groupe Chou. Et ça valait le prix et le déplacement du billet. Nouveau groupe qui ont un album qui vient de sortir. L'album s'appelle Chou. Ça s'écrit C-H-O-U, comme le légume, là, comme le fou. Et c'est drôle parce que j'ai fait un lien avec autre chose, parce que le chanteur pourrait être une réincarnation. Il est plus que ça, cela dit, mais il y avait des petits twists, Lucien Francoeur, et vous allez le constater. C'est une fille qui joue du drum. Les membres sont Bruno Bouchard, Charles Laplante et Patrick Patch Chagnon. Les agencements, là je vais parler comme Alain Brunet de Feu la Presse, les agencements guitaristiques sont vraiment intéressants, mais vous allez voir, il y a une twist avec ce groupe-là, qui va être à surveiller. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai entendu, puis ça me tentait de terminer l'épisode avec eux. Donc, c'est la pièce titre de l'album éponyme, et c'est la première chanson qui ouvre cet album-là. Ça s'appelle Chou, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai déjà très, très hâte de vous retrouver. Bonne semaine. Des shows devant du monde. Ah, vous avez-tu envoyé un démo, là, à toutes les places, là, genre au Francouverte, au FME, au Boutsa-Fest, au Taberto, à Montebello Rock, à Porte-Montréal, hein? Ça vous tente pas de faire des shows devant du monde, hein? Ça vous tente pas de faire des shows devant du monde, hein? Ah ouais, si vous étiez de la merde comme ça, je me serais apporté de la lecture.